À tous, l'annonce de nouvelles manifestations publiques du MRC met en branle le gouvernement. Ce parti politique projette de mobiliser ses militants le 13 avril 2019 pour demander la libération de Maurice Kamto et ses camarades politiques. Il compte également dénoncer le code électoral et la gabegie des fonds publics liés à l'organisation de la CAN au Cameroun. Cependant, aux yeux du gouvernement, le MRC persiste dans sa logique de provocation et de planification de l'insurrection au Cameroun. Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale fait savoir que ces manifestations du MRC sont interdites sur toute l'étendue du territoire. Paul Atangandi menace d'appliquer les dispositions légales relatives à la suspension ou la dissolution du MRC si ce parti politique continue de défier l'autorité de l'État. Cette sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale intervient au lendemain de la saisine des Nations Unies pour déplorer les conditions d'arrestation et de détention de Maurice Kamto, Albert Zangan, Paul Rikingue et leurs partisans, tous victimes d'une volonté de répression politique selon leurs avocats. Les Camerounais vont-ils assister à un nouveau bras de fer engagé entre le gouvernement et le MRC? Quels sont les risques de cette énième confrontation sur le plan politique et judiciaire et son impact sur la vie nationale? À l'heure actuelle, la météo politique est encore plus agitée en raison des révélations sur la situation dans les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Au regard des engagements du gouvernement, la nouvelle expression constate que les pouvoirs publics ont menti concernant les aménagements des grandes infrastructures sportives et routières. Elles sont loin d'être achevées. Pourtant, les délais de livraison sont dépassés. Le messager souligne que des menaces d'arrêt total pèsent dans ces chantiers qui ont jusqu'ici coûté à l'État plus de 1200 milliards de francs CFA entre grèves à répétition des ouvriers, contrats offerts de gré à gré aux entrepreneurs soupçonnés d'incompétence et des guerres de lobby au sommet de l'État. La presse s'interroge sur cette république de l'inertie et bien sûr du dilatoire qui s'est érigée en mode de gouvernance. Néanmoins, quelques lignes ont bougé au sein du sérail après le drame du lycée bilingue de Deido et la prise en charge médicale controversée du jeune Blériot, victime d'agression mortelle sur le campus de ce lycée. Le directeur de l'hôpital de district de Deido a été limogé, le chef de service des urgences et certaines infirmières suspendues. Le ministre de la Santé publique invoque des manquements graves à l'éthique et à la déontologie professionnelle. La presse s'intéresse au baume Malachier appliqué sur les maux qui minent la santé publique au Cameroun. Mais au-delà de ces sanctions, l'épineuse question de la qualité de la prise en charge médicale se pose avec acuité dans un pays où la gouvernance publique est de plus en plus critiquée. Dans un tel contexte, la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie est-elle un signe de fin de temps pour les régimes dictatoriaux en Afrique? Cette mobilisation populaire des Algériens est-elle suffisante pour amorcer un nouveau système démocratique? Ces problématiques majeures de l'actualité qui constituent l'ossature de droit de réponse, émission réalisée et produite en direct de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau en direct de Yaoundé Joseph Emmanuel Ateba. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous mes co-panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Je précise que vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Angelbert Isomba Bengono. Bonjour. Vous êtes député suppléant RDPC, militant du parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci de m'inviter. Je salue vos nombreux téléspectateurs du Cameroun et de l'étranger. Également présent sur ce plateau en direct de Yaoundé, Jean-Patient Salah. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs également
personnalités sur ce plateau. Vous êtes journaliste, directeur de l'information à Royal FM, une radio qui émet depuis Yaoundé. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, c'est un plaisir. Et également, quatrième invité, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour M. Noufélé, je salue tous les copanistes et bien entendu tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui déplore la logique de provocation et d'insurrection du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avec vous, Joseph Emmanuel Ateba, vous avez suivi cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui accuse le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'être toujours dans une logique de provocation et d'insurrection. Comment vous réagissez? En réalité, nous sommes habitués du fait, donc ça ne surprend pas cette sortie du ministre. Et nous constatons à travers elle la méconnaissance et l'ignorance même du fonctionnement du MRC. C'est-à-dire que le ministre n'est même pas au fait de l'actualité parce que dans son communiqué, il parle du 6 et du 13, alors que le MRC a suffisamment communiqué là-dessus. À l'origine, il y avait effectivement une manifestation pour le 6, mais après on l'a reporté au 13. Et nous avons parlé d'organiser des meetings. Des meetings, donc c'est pas des manifestations. Et pour répondre au ministre, nous assistons, comment dirais-je, nous assistons au massacre de la démocratie au Cameroun. Pourquoi vous parlez de massacre de la démocratie? Bon, écoutez, alors que le gouvernement estime que vous êtes dans une logique plutôt d'insurrection et de provocation de l'État. Écoutez, ces directions peuvent demander à un peuple de ne plus se résigner. Autant lui demander de se suicider collectivement, on n'en parle plus. Parce que qu'est-ce que le MRC fait? Le MRC ne fait que jouir de son droit. Vous savez, la liberté n'est pas qu'un droit constitutionnel, c'est un droit naturel. La liberté est un droit naturel. Et c'est regrettable que dans un pays où l'homme qui est à sa tête depuis 37 ans a souhaité qu'on garde de lui l'image de celui qui aurait apporté la démocratie et le progrès, qu'on en soit encore à l'embastillement des partis politiques. Vraiment, c'est honteux pour notre pays. À votre suite, Joseph Emmanuel, j'aimerais également avoir la réaction d'Angélbert et Somba Bengono. Comment appréciez-vous le regard que le gouvernement porte sur les actions politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Merci de votre question. Je note d'abord qu'on n'a pas interpellé un parti politique, il y a une association personne morale. En revanche, il y a des individus responsables des partis politiques, notamment le MRC, qui sont présumés coupables d'un certain nombre de méfaits et qui sont donc par conséquent en détention. Le gouvernement a un regard naturel. Vous avez parlé tout à l'heure du communiqué du ministre de l'administration territoriale. Je rappelle à ceux qui nous regardent que ce ministre est en charge de 3 domaines de compétences. Le premier, c'est l'administration du territoire. Le second, c'est la protection civile. Et le troisième, c'est la question électorale. Et le décret organisant ce ministère précise très bien qu'il est de ce point de vue en charge du maintien de l'ordre public en relation avec les forces spécialisées dans ce domaine. Il est également chargé de la police générale, je dirais même de la police spéciale des activités et des associations politiques. Ça veut dire qu'il est dans son droit de mettre en garde, en vertu des informations dont il dispose, un certain nombre de responsables des partis politiques sur les activités que leur association mène. La Constitution le dit également, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et ils exercent leurs activités conformément à la loi. Ça veut dire qu'au-delà de la liberté dont a parlé mon cher ami, cette liberté organisée, c'est-à-dire que tous les instruments internationaux codifiés, ratifiés par le Cameroun et intégrés dans notre ordonnancement juridique reconnaissent la liberté. C'est une apalissade, mais la liberté est structurée, elle est organisée. Et chaque fois qu'il y a un conflit entre la liberté individuelle ou la liberté collective et l'ordre public,
je regrette, tous les instruments consacrent la primauté de l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Sur les arguments ici, qu'avance le ministre de l'administration territoriale, oui, qui parle de logique d'insurrection et de provocation, oui, et de défiance de l'autorité de l'État. Est-ce que vous partagez ce point de vue concernant les activités du MRC? Le MRC est multirécidiviste, vous savez. C'est-à-dire? Depuis sa création, ce parti a construit son identité sur la construction d'un rapport de force politique avec le pouvoir et le gouvernement en particulier, pas avec les autres partis politiques qui existent dans le champ. Mais on a vu que depuis le début, c'est ainsi. Et cela part d'une conception de ce que mon ami disait tout à l'heure, c'est-à-dire la liberté, donc la souveraineté. À ce moment-là, le peuple qui est souverain peut s'accaparer de sa souveraineté et décider à ce moment-là. Or, tous les instruments internationaux que j'ai cités tout à l'heure, notamment le pacte international des droits civils et politiques et la charte africaine de la gouvernance de la démocratie, consacrent la souveraineté nationale, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de se dessaisir de son pouvoir et de le donner à ses représentants, à ses délégués qui ont un mandat de délibération. Lui, il a une conception de la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple, et c'est ça la logique insurrectionnelle, le peuple peut, sur le modèle tunisien, sur le modèle égyptien, sur le modèle algérien, aujourd'hui on en parle, se saisir de son pouvoir et décider de démettre ou de remettre en question le mandat qu'il a conféré. Donc, dans la perception du gouvernement, l'organisation d'un meeting ou d'une manifestation publique est déjà dans une logique insurrectionnelle? Non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit, au demeurant. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et ce n'est pas que le MRC qui a cette vision de la souveraineté du peuple. La plupart des partis d'opposition sont conçus sur ce modèle-là, parce que ce qu'ils ne peuvent pas avoir dans les urnes, ils pensent qu'ils peuvent l'avoir en descendant dans la rue. Et le gouvernement, lui, il prend ses responsabilités. Et c'est à ce niveau que le ministre prend les siennes. Je suis heureux qu'ils disent que le MRC prend aussi les siennes, et on verra le rapport de force qui s'établit, parce que précisément, vous avez donné l'objet des meetings. Lui, il parle de meetings, on verra si ce sont des meetings, on verra si ça sera un meeting, on verra si ce seront des meetings ou des réunions, mais en tout état de cause, que ce soit des meetings, des réunions ou des manifestations sur la voie publique, il y a un cadre légal qui est fixé pour ce type de manifestation. Et le ministre de l'administration territoriale, dans son communiqué de presse, dit avoir interdit ces manifestations projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avec vous, Tchala, alors comment, Jean-Patient Tchala, comment vous appréciez cette sortie, cette attitude du ministre de l'administration territoriale face au mouvement pour la renaissance du Cameroun qui projette des manifestations publiques, des meetings d'ici le 13 avril prochain? Je pense que le ministre sanctionne une déclaration. C'est-à-dire des gens ont déclaré qu'ils allaient manifester le 13. D'avance, ils ont dit le 6. Et puis on est passé au 13. Et j'ai l'impression que le ministre sanctionne, comme je l'ai dit, une déclaration qui est pour le moment théorique. Sur le plan de la praxis, j'attends encore que le MRC nous dise exactement où vont se dérouler ces manifestations, où auront lieu les meetings, sauf si le ministre, avec la logique de renseignement, a déjà accès à un certain type d'informations et qu'à partir de là, il peut se positionner tel qu'il le fait. Alors, journaliste que je suis, je me pose bien de questions. Maintenant, au niveau du rapport de force, évidemment, il est intéressant de voir ce qui va se passer entre le régime, le gouvernement, et puis le MRC, et le reste des partis de l'opposition. Parce qu'on se pose bien une question. Et il y a une entité qui manque dans cette chaîne qu'on ne cite pas, c'est la société civile. Que va-t-elle faire? Que pense-t-elle de cette situation? Et ensuite, il y a le peuple. Que pense le peuple de tout cela? On ne pourrait exclure le peuple de cette analyse-là, parce qu'en réalité, on nous a appris dans le système scolaire camerounais que la démocratie, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc je suis un peu étonné qu'en parlant de souveraineté, qu'on peine à évoquer la place du peuple et qu'on nous donne l'impression que ce sont uniquement les instruments juridiques et légaux qui doivent primer dans le cadre démocratique. Mais le ministre de l'administration territoriale parle de remous sociaux qui seraient provoqués de façon régulière par le MRC. Je ne saurais à mon niveau... C'est le sport favori de j'en sais rien. Je ne saurais à mon niveau parler de remous sociaux ou d'une idée de vouloir soulever un peuple qu'on a d'ailleurs de la peine à mobiliser. Parce que je ne suis même pas certain que le MRC soit capable de mobiliser ce peuple-là, s'il s'agit du peuple. Mais s'il s'agit de ses militants et sympathisants, certainement.
Il pourra peut-être les mobiliser. On verra le moment venu. Mais je dis encore que ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'on est à la course vers le pouvoir. À qui mieux? Qui aura ce pouvoir à la fin? Et dans ce rapport de force, nous on s'interroge. Les éléments utilisés par les uns et les autres sont lesquels? Le gouvernement aujourd'hui, ou alors, je ne sais pas si c'est le RDPC ou le gouvernement, parce qu'il y a une nuance quand même à apporter, si M. Atanganji agit en tant que personnalité du RDPC, pour sa personnalité politique, ou alors en tant que responsable d'un département ministériel dont les missions ont été évoquées tout à l'heure par Essomba Bongonan. Mais qu'est-ce que recherche le gouvernement? Les gens ont annoncé, ont fait une annonce, vous tremblez. D'accord. Ils se fondent également sur les actes Pourquoi posés vous au niveau estimez qu'il y a au sein du pouvoir des gens qui tremblent par rapport aux déclarations du MRC? Écoutez, j'ai la sensation qu'il y a ce sentiment de peur qui plane. On a peur de quoi? Le gouvernement a peur de quoi? Le MRC également a peur de quoi? C'est des questions qu'on se pose avec acuité, parce que je sens cette fébrilité de tous les côtés. Journaliste, je regarde, je me dis, mais est-ce qu'on va sortir de l'ornière dans cette affaire? Est-ce que notre démocratie va capitaliser cette situation aujourd'hui, ce contexte qui plutôt prête à confusion et laisse croire aux petits Camerounais qu'on est en train d'aller vers l'implosion, vers une certaine implosion, parce que c'est l'idée qu'on veut nous donner, que ça peut déraper à tout moment et tout s'effrite. Et le Cameroun va à volo. Non, je ne pense pas qu'on devrait être à ce niveau-là. Je pense qu'on devrait questionner notre manière de conduire la démocratie aujourd'hui, notre manière de l'appréhender. C'est quoi la démocratie? En comparant avec ce qui se fait en Algérie et aux autres pays que vous avez cités dans votre préambule, je vous pose bien des questions. Là-bas, ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, ce n'est pas les partis politiques, c'est bel et bien la société civile qui réussit à mobiliser une population qui dit on en a marre. Au Cameroun, est-ce que la société civile est capable de le faire? Non. Ici, on ne voit que les partis politiques qui s'affrontent et dont les assises même prêtent à caution. Parce que le MRC, je vous dis encore, je ne suis pas convaincu qu'il puisse mobiliser. Peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vous disent, au lieu de marche, ils parlent de meeting dans le carcan de la manifestation. Que ce soit justement des marches, des meetings, des manifestations publiques, le ministre fait savoir, le ministre de l'administration territoriale, dans son communiqué, fait savoir que toutes ces manifestations du MRC sont interdites sur l'étendue du territoire national. Avec vous, Edmond Kandia, vous êtes éditorialiste, journaliste depuis de nombreuses années. Vous avez observé ces marches, premières marches de la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, c'est un ministre de l'administration territoriale qui fait savoir que des meetings projetés par un parti politique sont d'ores et déjà interdites. Il invoque des raisons liées à la logique insurrectionnelle qui habite l'esprit qui est l'esprit du MRC. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je suis assez perplexe. Je dois dire que cette sortie du ministre de l'administration territoriale est questionnable pour plusieurs raisons. Parce que c'est une sortie qui peut être analysée comme étant controversée. Parce que d'après la loi, lorsqu'un parti politique veut organiser une manifestation, ou une réunion publique, le parti va vers l'autorité administrative. Et cette autorité est connue, est désignée par la loi. C'est le chef de district, si c'est dans un district, ou alors le sous-préfet. Et dans le cas d'espèce, dans la plupart des cas, c'est dans les arrondissements que sont organisées ces réunions publiques ou ces manifestations publiques. Et les partis politiques vont faire une déclaration. Et ils reçoivent immédiatement, d'après la loi, le récépissé. C'est ce que dit la loi. Il peut arriver que l'autorité administrative ne partage pas forcément l'objet de la marche, ou alors l'itinéraire convenu par le parti politique pour son événement. Alors, il peut demander au parti politique peut-être de changer l'horaire, peut-être de changer l'itinéraire, mais en tout cas, prendre des mesures pour encadrer cet événement. Ça, c'est ce que prévoit également la loi. Il peut également arriver que l'autorité administrative, pour diverses raisons, notamment les raisons liées à l'ordre public, refuse de délivrer le récépissé. À ce moment-là, il doit notifier par écrit le refus. Je tiens à rappeler tout ce que prévoit la loi, avant de répondre directement à votre question, pour faire comprendre qu'en réalité, le ministre chargé de l'administration territoriale a anticipé un peu. C'est-à-dire, il intervient à un moment où il n'aurait pas dû intervenir. Parce que, en ce moment-ci, les autorités administratives appropriées pour réagir
c'est le sous-préfet ou le chef de district. Le ministre de l'administration territoriale peut réagir a posteriori, après ces autorités administratives que j'ai citées précédemment. C'est pour cela que je dis cette sortie est questionnable. De deux, il faut dire que dans le contexte de tension réelle actuelle au pays, depuis plusieurs mois, quand je dis depuis plusieurs mois, c'est depuis au moins l'élection présidentielle, parce que nous sommes en pleine crise post-électorale, doublée d'un problème qui date de 2016, la crise anglophone, qui n'est toujours pas résolue, parce qu'il n'y a toujours pas eu un dialogue national inclusif. Ces deux crises qui se juxtaposent dans un contexte comme celui-ci ne sont pas de nature à faire du Cameroun une destination dans tous les sens, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour les investissements, que ce soit pour tout ce qu'il convient d'appeler, de considérer comme un pays qui peut accueillir les autres. Parce que nous avons toujours été un pays hospitalier. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que le gouvernement, à travers son MINAD, en rajoute à cette situation qui est fort tendue. Il est souhaitable que dans le cas d'espèce, en sachant d'ailleurs que par ailleurs, le MRC qui avait annoncé une marche, un événement pour le 6 avril, l'a reporté pour le 13 avril. Mais on a l'impression que le MINAD n'a pas tenu compte de cette information que le MRC a dû donner par la suite. Et s'il avait eu cette information, il me semble que sa réaction n'aurait pas été celle-là. Il aurait attendu. Il précise dans son communiqué, le ministre pour la Tanganyika, que les marches, les manifestations publiques du 6 et 13 avril 2019 projetées par le MRC sont interdites sur l'ensemble du territoire. Il estime que le MRC est responsable des saccages qui ont été effectués dans les ambassades camerounaises à Paris et en Allemagne, et que le MRC veut reproduire cette tentative de déstabilisation des institutions. Joseph Emmanuel Ateba, vous êtes dans une logique de déstabilisation des institutions à travers ces manifestations que vous projetez. Quelles sont vos réelles motivations? Je voudrais redire à Jean-Pascal qui parlait de peur tout à l'heure qu'au RDPC, nous ne connaissons plus la peur. Au MRC, vous voulez Au MRC, nous ne connaissons plus la peur. Nous avons été guéris de la peur à travers des multiples la répression dont on a subi. Donc maintenant, on ne connaît plus la peur. L'objectif du MRC aujourd'hui, c'est libérer le peuple camerounais. C'est libérer le Cameroun. Et nous sommes déterminés à y aller jusqu'au bout. Donc la peur, nous ne la connaissons plus chez nous. Les gens qui ont peur, ça se voit de quel côté se trouve la peur. Les gens qui paniquent. C'est-à-dire qu'un parti est condamné pour présomption de saccage, de troubles. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu les troubles, mais on dit que vous allez commettre des troubles. Nous voyons en France depuis pratiquement 3-4 mois des gens qui manifestent tous les samedis. Malgré, c'est-à-dire que le gouvernement qui est dans son rôle de ramener de l'ordre, de rappeler le maintien de l'ordre, ils n'ont jamais empêché ces manifestants. On a même vu qu'on a fait intervenir depuis peut-être 2 samedis l'armée qui protège les édifices. C'est-à-dire on laisse les gens manifester. C'est-à-dire que la manif, c'est un droit, comme je dis, c'est un droit naturel. Mais pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de peur? Vous savez, les outils du MRC sont clairs. Nous avons parlé, c'est l'occasion pour moi de clarifier ces termes qu'on a utilisés chez nous, non au hold-up. Il ne s'agit pas du non au hold-up seulement du 7 octobre. Nous parlons d'un non au hold-up permanent. C'est-à-dire qui est congénital du système électoral camerounais. Et nous estimons qu'à un moment, il faut un tout. Il faut arrêter avec. C'est que pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt du peuple camerounais, que nous mettions sur la table et qu'on définisse les termes clairs, transparents d'une élection libre au Cameroun. On ne peut pas parler de démocratie avancée en prenant en otage le système électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est normal que les sécurocrates, c'est-à-dire que les gens qui prennent le prétexte de la sécurité pour embrigader les Camerounais, pour se servir, parce qu'il y a quelque chose, j'entends toujours parler de patriotisme. On défend la patrie, on protège la patrie. Attendez, Cédric, dites-moi un peu, que serait le Cameroun s'il n'y a pas de Camerounais? Le Cameroun n'existe que parce qu'il y a des Camerounais. Comment est-il possible que tous les jours des Camerounais meurent, les Camerounais s'entretuent dans le nord-ouest, sud-ouest, sans que ça n'émeuve personne? Mais on parle de sécurité, on sécurise quoi? On protège quoi? Si on ne protège pas les Camerounais. Alors nous, au MRC, nous pensons qu'il est temps
On ne peut pas laisser notre pays se détruire. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que les gens ne vont pas nous prendre en otage pour préserver leurs intérêts. La patrie n'est pas là pour servir les intérêts des individus. Elle est là pour servir le peuple. Au regard des objectifs que vous venez de définir concernant les motivations de vos manifestations publiques projetées pour le 13 avril 2019, est-ce que vous avez perçu avec vous, Angelbert Essomba, des actions, une démarche insurrectionnelle à travers les objectifs du MRC qui viennent d'être expliqués ici sur ce plateau? Au risque de me répéter, le RNC peut faire ce qu'il veut. C'est son droit le plus absolu. Mais le gouvernement, lui, prendra ses responsabilités. Ça, c'est également clair. Je reviens sur l'opportunité d'agir du MINAT. Je vous ai dit que le ministre de l'administration territoriale est investi d'un pouvoir permanent. C'est-à-dire qu'il peut agir à tout moment, que ce soit à titre préventif ou à titre répressif ou à titre d'information. Il n'a pas à attendre. Il peut donner des instructions de façon permanente parce qu'il est le garant, en vertu de la loi, du maintien de l'ordre. Et la loi fait de lui celui qui est chargé de la police générale. Parce que c'est lui qui autorise les partis politiques, qui peut les suspendre, qui peut éventuellement les sanctionner, en vertu de la loi dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est également garant des activités des partis politiques et d'un certain nombre de choses qui concernent les partis politiques. Et sachez également que c'est lui qui est le chef hiérarchique des sous-préfets. Il y a un principe général qui veut que celui qui peut le plus, paie le moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de l'administration territoriale n'attend pas un moment pour agir. C'est sa vocation, c'est sa prérogative. Oui, ça peut vous amuser, monsieur. Mais le MRC estime qu'il y a une présomption de culpabilité qui lui est adressée. Il a donné. Je vous ai dit, le ministre a rappelé dans son communiqué, sauf si vous ne l'avez pas lu entièrement, qu'ils sont coutumiers du fait. Ça a déjà été fait une fois. C'est-à-dire que, malgré l'interdiction des manifestations du 26 janvier, le MRC a quand même bravé cette interdiction. Et le ministre, c'est suffisant comme précédent. Le ministre s'appuie sur cela et prend un certain nombre de mesures préventives, donne des instructions aux autorités administratives, contrairement à ce que disait Edmond, pour que ce type d'autorisation de récépissé ne soit même pas délivré. Donc chacun va jouer son rôle, cher ami. Vous n'avez pas le monopole d'amour pour le peuple camerounais. Nous aussi, nous sommes camerounais. Donc, ne pensez pas que lorsque vous avez parlé du peuple camerounais, de la patrie, vous avez le monopole de cela au MRC. Surtout que, d'un point de vue politique, je ne suis pas sûr que le rapport de force vous soit favorable. En réalité, le MRC veut nous éloigner du vrai jeu. Il n'y a pas de crise électorale au Cameroun après l'élection présidentielle. Les choses sont claires. La page électorale a été fermée, Edmond. Nous sommes au tribunal. Le MRC veut certainement distraire parce qu'il y a le calendrier clair. Vous avez vu, avec le vote de la dernière loi à l'Assemblée nationale sur les régions, il y a un certain nombre de choses qui veulent perturber. Vous pensez que, même si le MRC venait à manifester le 13, ou à mobiliser ses militants le 13, ça arrêterait le cours de l'évolution des choses? Pas du tout. Et dans ce cas, pourquoi le gouvernement se précipite à interdire les manifestations Monsieur estime que le MRC ne représente pas grand-chose dans l'échiquier politique? Monsieur Noufele, c'est une question de responsabilité. Le gouvernement ne se précipite pas. Je vous dis que c'est le rôle permanent du MINAT. C'est son travail. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. Il n'a pas de moment d'opportunité. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne le ton aux autorités administratives qui sont ses services déconcentrés. Donc il ne se précipite pas. Le MINAT ne montre pas la précipitation. Il prend le MRC et le met devant ses responsabilités. Et moi je dis que le gouvernement va prendre ses responsabilités. Nous sommes sur la page judiciaire. Il y a un dossier qui concerne le MRC. La responsabilité civile de ce parti n'est pas encore démontrée. Pour l'instant, c'est des militants qui sont en difficulté par rapport à la justice, par rapport à un certain nombre d'actes qui ont été commis dans les mêmes circonstances le 26 janvier. Donc, la justice doit se prononcer. Nous comprenons, nous, très bien que le MRC veuille que les gens ne s'arrêtent pas sur ce qui se passe là-bas. Manifestement, il leur manque des arguments pour défendre leurs militants devant le juge. À ce moment-là, donc, on revient sur le champ politique en essayant de créer un rapport de force au demeurant assis sur les sentiers battus et qui ne peut pas prospérer, je vous dis. Et nous disons que nous sommes attentifs, tous attentifs à la situation. Et ceux qui nous regardent
savent essentiellement que la liberté politique n'est pas au-dessus des autres libertés. Que pensez-vous? Toutes les libertés se valent. Moi, j'ai ma liberté de circuler. L'autre a la liberté de faire son commerce. C'est-à-dire que la liberté politique des militants du MRC n'est pas au-dessus des autres libertés. Et ceux qui sont garants de l'exercice de toutes les libertés prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que ce jour-là, si le MRC, malgré l'interdiction du MINAT, tient quand même ces meetings ou ces réunions ou ces manifestations, ceux qui sont en charge de ces affaires-là vont prendre les responsabilités parce que nous avons la liberté, nous aussi, d'aller et de venir et d'exercer nos activités parce que la liberté politique n'est pas au-dessus des autres. Vous estimez que le gouvernement va prendre ses responsabilités dans il a quand même déjà, il les a toujours prises. Et cet aspect des choses. Vous avez par le MRC, je vous en prie. Oui. Joseph Emmanuel Ateba, au sein du MRC, vous êtes à court d'arguments. C'est du moins ce que fait savoir Angelbert et Somba Bengono sur ce plateau. Mais ça se voit. Que le plan judiciaire, vos militants étant en détention, en difficulté devant la justice, selon son analyse, vous êtes en train de surfer sur l'échiquier politique afin d'agiter l'opinion publique concernant la situation judiciaire de vos militants. Ça me fait rigoler parce que nous sommes en plein dans une histoire, dans une affaire politique. C'est-à-dire, c'est de la tricherie que de vouloir ramener ça sur un terrain judiciaire. Encore que sur le terrain judiciaire, c'est-à-dire que la vérité se trouve de notre côté. Et je veux dire à mon cher frère Somba Bengono que la vérité est rebelle. La vérité, elle est rebelle. On ne peut pas la tuer. Elle sera toujours là pour s'exprimer, quoi que vous fassiez. Alors j'apprends là que le ministre a le droit de vie et de mort. Il a tous les pouvoirs, tout lui est permis. Il est au-dessus de la Constitution. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'apprends, c'est ce que vous avez dit. Que le ministre, il peut décider quand il veut, comme il veut. C'est de son droit, c'est son pouvoir. Heureusement qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Des droits que consacre la Constitution aux citoyens. C'est-à-dire que le droit à la manifestation, le droit aux réunions est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Mais voilà un ministre qui est au-dessus de la Constitution, c'est-à-dire qui a tous les pouvoirs, qui a tous les droits, qui peut décider tout comme il veut, quand il veut. Nous avons pris note, mais comme je lui ai dit, la vérité est rebelle. On ne peut pas la tuer. Maintenant, quand bien sûr, cette décision du ministre, l'administration territoriale, dans un communiqué de presse, qu'il informe l'opinion publique et donne des consignes à ses collaborateurs, sous-préfets, gouverneurs, de veiller à l'interdiction de ces manifestations projetées par le MRC. Et sur ce plateau, le MRC qui estime qu'il a son droit constitutionnel d'exprimer son opinion et de manifester. Vous êtes également juriste. Quelle est votre analyse des dispositions juridiques que les différents camps, RDPC et MRC, bandissent pour justifier leur point de vue? Nous avons un document qu'on appelle la Constitution. C'est la loi fondamentale. C'est la loi des lois. C'est-à-dire aucune loi n'est au-dessus de la Constitution dans un pays. Et la Constitution consacre les libertés publiques, les libertés individuelles et publiques. Et parmi les libertés publiques, il y a le droit de manifester. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit inaliénable dans toutes les sociétés humaines libres et démocratiques. Ça, c'est bien. Et il y a une loi qui découle de la Constitution, qui est la loi sur les manifestations et sur les réunions publiques. Et j'ai, tout à l'heure, dans mon exposé liminaire, expliqué ce que prévoit la loi et les responsabilités des autorités administratives concernées. Et j'ai cité le sous-préfet. Je suis très surpris que le MINAT n'a pas attendu que l'autorité administrative concernée fasse son travail. Il fallait qu'il laisse le sous-préfet faire son travail. Et à partir de là, et j'ai précisé que le sous-préfet a la possibilité de refuser, mais il doit notifier par écrit. Et c'est ce document qui va permettre aux partis de saisir les juridictions concernées également, la juridiction administrative. Et j'espère, maintenant, en ce qui concerne directement le camp MINAT ou RDPC, parce que visiblement, j'ai l'impression dans ce pays que nous sommes dans un parti-État ou dans un État-parti. Parce qu'il y a une confusion telle qu'on a des difficultés à s'en sortir. Et cette confusion est née du fait que le président de la République n'a jamais démissionné de ses fonctions de président national du RDPC. Comme ça se fait dans des pays où il y a la convivialité sur le plan démocratique. Mais là, c'est un communiqué du ministre de l'administration territoriale. Hein. Oui, non, je le dis. Je le dis parce que c'est pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. La confusion entre le RDPC et l'État. Maintenant,
il est souhaitable également, puisque le MINAC a décidé de faire le travail du sous-préfet, il faudrait donc qu'il notifie par écrit au MRC l'interdiction de manifester. Et on verra la suite sur le plan juridique. Voilà ce que prévoit la loi. Il ne suffit pas de faire une déclaration. Une déclaration pour dire on interdit, il faut notifier. Il faut notifier. Alors la météo politique qui s'agite de plus en plus, Jean-Passion Tsala, vous l'observez sur ce plateau à travers les arguments à la fois au sein du RDPC qui soutient la démarche du gouvernement, le MRC qui brandit son droit constitutionnel de manifester dans un tel contexte. Vers quoi l'on se dirige si les deux factions continuent de se regarder en chaîne faïence? Les éléphants sont en train de marcher, hein, chacun à sa manière, sur la loi ou sur nos lois. Il faut être clair. Ça dit que ce soit d'un côté ou d'un autre, on est en train de marcher sur la loi. Et on est en train de créer de l'obscurité sur les éléments de cette loi-là. Qu'est-ce que je veux dire? Avant le 26 janvier, le ministre de l'administration territoriale n'a pas fait une sortie de la même manière, mais on a quand même des sous-préfets qui ont interdit des manifestations. C'est clair. Des mois plus tard, nous sommes en avril, le ministre fait une sortie, cette fois-là, c'est lui qui prend le taureau par les cornes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé entre-temps, quelque chose a bougé. Ce n'est plus au niveau du petit sous-préfet, mais au niveau du ministre. Ça veut dire que le rapport de force a changé, s'est amélioré. Ça veut dire que le camp d'en face a pris du volume, certainement, et fait peur. Hier, à Yaoundé, à la pause centrale, j'ai bien vu ces engins qui étaient rangés en plein cœur de l'axe central du boulevard du 20 mai. Précisez samedi 6 avril 2019. Samedi 6 avril, oui, j'ai vu, je les ai vus. En plein cœur de Yaoundé. En plein cœur de Yaoundé, je les ai vus, bien garés là. Hein, attendant, je ne sais pas quel manifestant qui devait débarquer. Personne n'a débarqué, parce que le MRC semble dire que c'est plutôt le 13 avril qu'il va organiser ses meetings et ses manifestations, probablement. Alors, à ce niveau, c'est pour ça que j'ai parlé de peur au départ. Ça craint pourquoi? Pourquoi est-ce que ça craint? Parce qu'on est en train de contourner les leviers de l'État. On parle de la Constitution. Il y a des gens qui sont en train de débouter cette Constitution pour imprimer leur marque politique, c'est-à-dire assommer les autres avec leurs envies politiques qui sont de rester aux affaires, demeurer aux affaires. De l'autre côté, on a également d'autres qui cherchent à contourner ces aspects-là pour, à tout prix, arpenter les couloirs et atteindre le fauteuil des tout-dits. C'est un problème. Alors, au milieu, moi, je voudrais me positionner comme celui-là qui a le regard du citoyen lambda, qui se pose des questions. Où est-ce qu'on est en train de nous cheminer, de nous amener? On va aboutir à quoi? À une implosion sociopolitique? Non. Au même moment, nous avons des situations de crise au nord et sud-ouest. Nous avons la question Boko Haram. Nous avons à l'est du pays également ces groupuscules qui s'agitent. Nous avons des camps de réfugiés. Nous avons des citoyens qui, depuis quelques jours, souffrent des coupures intempestives de neige électrique. Ça va dans tous les sens. De l'eau potable qui est presque absente. Il y a des problèmes sérieux d'accès aux éléments de base, de survie pour les Camerounais. Ça, les Camerounais se posent des questions. Maintenant, ces hommes politiques, à quel jeu jouent-ils? À quel jeu jouent-ils? Vous nous brandissez la démocratie et en retour, nous ne la voyons pas. De tous les côtés. Nous ne savons pas si vraiment nous sommes en démocratie ou pas. Nous perdons le temps souvent à comparer notre pays à d'autres en disant mais voilà l'Algérie. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Voilà ce qui se passe peut-être en Ukraine ou je ne sais où. Mais on oublie une chose, c'est que là-bas, le peuple s'exprime. Mais pourquoi il s'exprime? Pourquoi on parle des gilets jaunes? On dit, mais voilà, on a vu tous les samedis en France, voilà. Mais que fait l'État français? Il dit, je condamne les casseurs. Mais je condamne pas ceux qui manifestent, parce qu'ils sont dans leur droit et dans leur logique. C'est normal de manifester. Mais on ne peut pas tolérer la casse. Est-ce que ce qui est prévu le 13 est une organisation qui est prête à casser le pays, à mettre le feu aux poudres? Voilà des questions. Peut-être qu'au niveau du renseignement, le ministre de l'administration territoriale a de bonnes informations, je ne suis pas à sa place. Il sait certainement sur quoi il se fonde pour agir de cette manière-là. Mais l'épouvantail qu'il agite, il faut que ce soit basé sur des faits concrets et réels et avérés. Ça peut même aider peut-être le MRC à modifier ce qu'il a prévu faire le 13, parce que sachant qu'il y aura de la réponse musclée en face, ça peut pousser le MRC à ne même plus rien organiser le 13 également. Mais maintenant, il faudrait être comptable de cette chaise vide le moment venu, après qu'on ait fait une annonce. Le 13 avril 2019, manifestation publique du MRC interdite selon un communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale. Il déplore la logique insurrectionnelle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Avec vous, Joseph-Emmanuel Ateba, est-ce que vous prévoyez de faire des casses, de troubler l'ordre public le 13 avril prochain? C'est ce que vous reproche le ministre de l'administration territoriale. Le slogan du MRC
c'est changer l'avenir dans la paix. Voilà le slogan du MRC. Changer l'avenir dans la paix. Alors comment est-il possible que les gens qui prônent la paix organisent les casses? Je voudrais qu'ici, parmi nous tous, sur ce plateau, que quelqu'un me cite un seul cas de casse au Cameroun le 26 janvier. Un seul cas. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Vous avez vu les consignes pour la marche du 26, c'était quoi? Marchez, si les forces de l'ordre arrivent, chantez l'hymne ou asseyez-vous. Voilà les consignes. Donc, la casse était... Il était même dit que si jamais vous constatez que quelqu'un manifeste des velléités de troubles et autres, arrêtez-le et livrez aux forces de l'ordre. Voilà les consignes du MRC pour la marche du 26. Il n'y a jamais eu un soupçon de casse au Cameroun le 26. Et pourtant, on nous accuse de casseurs. Je vais venir, on brandit toute cette histoire de casse des ambassades, machin et autres là. Vous savez, les activistes camerounais, on les connaît, ils existent avant la naissance du MRC. Ils ont toujours fait des manifestations en France. Ils sont souvent allés trouver le président dans son hôtel en Suisse. Ils l'ont souvent, ils l'ont toujours fait. Alors on ne peut pas interdire aux gens qui voient en le MRC l'espoir de la libération du Cameroun être solidaires de notre démarche. Mais en fait, le MRC n'a rien à voir. C'est des groupes autonomes, indépendants, qui n'ont rien à voir avec le MRC. La violence ne fait pas partie du discours du MRC. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Le MRC n'a jamais organisé de casse quelque part. Il n'organisera jamais parce que son slogan, c'est changer l'avenir dans la paix. Et nous irons dans la paix conformément aux lois de notre pays. À votre suite, maintenant, Joseph Emmanuel, j'aimerais avoir la réaction d'Angelbert et Somba Mbengono, qui, vous avez suivi Jean-Patient Salah et Joseph Emmanuel. Est-ce que le gouvernement a des informations crédibles, des faits sur lesquels s'appuie cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui, dans son communiqué, annonce l'interdiction de ces manifestations projetées par le MRC, invoquant des troubles à l'ordre public, risque de troubles à l'ordre public, la logique insurrectionnelle et la volonté de déstabiliser les institutions du Cameroun? Le gouvernement n'a pas que des éléments. Monsieur Ateba vient de vous donner le lien de solidarité qui existe entre ceux qui ont cassé les ambassades et le MRC. Donc, moi, je ne reviens pas là-dessus parce que il y a suffisamment... Est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'éléments là-dessus? Vous voyez, ça vous amuse. C'est vous qui avez créé le lien. C'est pas nous. Non. C'est vous qui avez créé le lien. Si je peux m'exprimer. Je vous en prie. J'ai dit donc, il vient de vous démontrer que les activistes dont il jette l'identité, il vous dit qu'ils ont toujours eu à manifester, mais n'ont jamais cassé les ambassades avant. On constate seulement qu'il y a une concomitance entre les actions des uns et des autres le 26 janvier. Ça, c'est le premier point, et c'est le dossier qui est au tribunal, où il y a suffisamment d'éléments sonores, suffisamment d'images, suffisamment d'informations écrites, documentées, référencées, qui permettront certainement aux juges de se prononcer. S'agissant de... Je m'attendais à ce que Edmond, un bon juriste, conclut logiquement, lorsque un acte administratif, notamment celui du MINAT, vous fait grief, vous saisissez le juge. C'est d'une banalité inouïe. C'est-à-dire que la Constitution que vous convoquez dit également que les partis politiques se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Bien sûr. Alors, est-ce que nous sommes encore dans le cadre de la loi? Donc, on ne peut pas convoquer le préambule qui consacre les libertés des uns et des autres. Qui fait partie de la Constitution. Du bloc de constitutionnalité, je partage et j'approuve parce que je suis aussi juriste. Je dis donc que on ne peut pas lire la Constitution de façon partielle, c'est-à-dire lire seulement les dispositions déclaratives du préambule qui font partie du bloc de constitutionnalité et oublier les dispositions claires et nettes qui sont rappelées dans le communiqué du MINAT. Donc si quelqu'un, sans que ce communiqué lui porte préjudice, eh bien qu'il saisisse donc le juge judiciaire qui est en cette matière. Est-ce que ce communiqué a une valeur juridique? Attends. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale c'est vous, prendre une décision? Est-ce que ça a une valeur juridique? C'est vous qui lui donnez, c'est vous qui lui prêtez cette valeur. Moi, je dis que le ministre a donné une information à travers un communiqué, et quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez très bien que des dispositions ont déjà été prises pour qu'un certain nombre d'actes formalisés se prennent
en direction des autorités administratives et en direction du MRC pour répondre à votre préoccupation sur la notification. Donc, elle est importante. Elle est importante. Rassurez-vous, le MINAT ne peut pas s'arrêter à son communiqué parce qu'il sait très bien que c'est un champ où, effectivement, le juge peut être saisi pour voir si les uns et les autres ont débordé le curseur. Donc, moi, j'ai dit, sincèrement, nous sommes là en train de discuter de quelque chose qui est essentiel pour ceux qui nous regardent parce que nous sommes un État de droit en construction. Donc c'est bon que ceux qui nous écoutent s'imprègnent et vérifient dans les dispositions de tous les textes que nous avons cités ici et là. Au demeurant, vous avez vu que M. Ateba n'en a cité aucun. Mais il vous a juste dit que la Constitution énonce et consacre les libertés. Ne disant pas que, après la Constitution, il y a des lois qui mettent en œuvre les dispositions constitutionnelles. Et ce sont ces lois, en vertu de ces lois, que tout le monde agit. Et je suis heureux qu'ils disent que le MSC va agir conformément à la loi. Eh bien, monsieur, la loi dit que vous devez observer un certain nombre de formalités avant de faire la moindre manifestation publique ou la moindre réunion. Donc moi je dis, le MRC sur le plan politique a créé un rapport de force. Je partage l'analyse de mon cher ami Patient. Est-ce que ce rapport de force fait peur au gouvernement? Est-ce qu'il y a une fébrilité au sein du pouvoir en raison de mon cher ami Noufel, un rapport de force politique va au-delà de ce que vous voyez. L'un des éléments du rapport de force que le MRC a montré, et qui montre très bien qu'ils sont en difficulté en justice, c'est la saisine du groupe de travail des Nations Unies, vous en avez parlé tout à l'heure, qui ne donne que des avis. Et de nombreux Camerounais sont allés là-bas. Vous savez que, n'ayant pas été créé par un traité international, il n'a aucun effet sur aucune administration camerounaise. Donc, c'est un élément qui montre très bien que ils ont un problème avec le juge camerounais. Et ils tentent de récupérer l'affaire parce que ce groupe ne peut faire que des pressions sur l'image, sur le plan politique. Et c'est pour cela que nous étions étonnés que certains d'entre eux demandent qu'on retire l'affaire au tribunal militaire parce que le seul endroit précisément où le politique peut intervenir au Cameroun, c'est bien le tribunal militaire, en vertu de l'article 13 du code de procédure, du code d'instruction militaire. Donc, moi je dis que le MRC a ses problèmes. Chacun a les siens. Mais le gouvernement, lui, il a également ses missions. Ce sont des prérogatives de puissance publique. Et je n'ai jamais dit ici que le MINAT a le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. J'ai juste rappelé les dispositions légales et réglementaires en vertu desquelles il n'attend pas un moment pour agir en ce qui concerne les activités des partis politiques. J'ai rappelé les dispositions qui font que la mesure conservatoire, j'allais dire préventive qu'il prend, ne s'inscrivent que dans le cadre d'une exception qui confirme la règle de la loi de 90. Donc, n'essayons pas de divertir ceux qui nous regardent en donnant l'impression que le ministre détient je ne sais quel pouvoir de trancher les têtes des uns et des autres. Mais je dis très bien que nous avons un ministre qui est dans sa responsabilité. D'ailleurs, quelqu'un l'a rappelé ici. Si peut-être ces mesures préventives avaient été prises avant le 26 janvier, peut-être que nous ne serions pas arrivés à ce qui s'est passé le 26 janvier. Et chacun prend ses responsabilités. Chers amis, sont suffisants pour justifier l'action du gouvernement. Maintenant, si quelqu'un a un problème avec cette action-là, il y aura certainement des écrits. Là, ce seront des actes véritablement formalisés qui iront l'un en direction des préfets et des sous-préfets pour que l'instruction du ministre soit mise en œuvre. Je rappelle que ce n'est qu'un communiqué. Un communiqué qui a pour but d'informer de ce qui a déjà été décidé par le ministre de l'administration territoriale. Et je dis que même si c'est le MRC qui était au gouvernement, un gouvernement responsable prendrait ce type de mesures. Alors, un gouvernement responsable prendrait ce type de mesures. Jean Patient Salah, au regard du climat sociopolitique que vous avez évoqué tout à l'heure, cette mesure du gouvernement, ce communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale, est-il idoine dans un tel contexte sociopolitique? Bon, la question est assez complexe. Pour y apporter une réponse, il faut avoir un certain nombre d'informations. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que le ministre, certainement, se fonde sur des informations précises. Mais nous avons l'impression qu'il s'agit aussi d'intimider l'adversaire. Il y a une approche d'intimidation, de dire aux autres, si vous essayez, comme on dit au quartier, si vous essayez, je vous tords le cou. Donc l'idée de strangulation est également là. Si vous essayez... Qui veut tordre le cou à qui, Jean Patient Salah? Vous-même, vous voyez comment. Ça dit que j'aime à le dire, vous voyez comment vous-même. Et Cédric, hein, parce que la lecture simple des faits, on se dit, mais quelque chose de
de très chaud va se passer bientôt. Et tous les Camerounais attendent le 13 avril pour voir ce qui va se passer. Nous, journalistes également, nous sommes aux aguets. On verra. Nous menons nos enquêtes, nous posons des questions, nous venons débattre, mais nous allons voir ce qui va se passer le 13 avril. Parce que je ne pense pas que le MRC, dans la situation actuelle, soit prêt à aller déposer une déclaration de manifestation quelconque. Je ne suis pas très sûr. Parce que la déclaration elle-même ne fera pas long feu. C'est déjà fait. Espérons donc qu'elle fasse long feu. C'est une bonne information si c'est déjà fait. Voilà, voilà. Et que à la fin, il y ait une acceptation ou alors un refus. On verra bien ce qui va se passer. Mais l'enjeu aussi, l'un des enjeux importants ici, c'est la survie également du MRC, qui peut aussi se jouer à ce niveau. La capacité à répondre à la question judiciaire qui va également se jouer. Parce que l'une des revendications, c'est que M. Kamto et ses sympathisants soient remis en liberté. Mais de l'autre côté, on vous dit aussi que la justice fait son travail, et elle doit faire son travail. Et on va attendre jusqu'au bout qu'elle fasse son travail. Donc, on n'est pas près de sortir d'auberge. Ça dit que, de façon pérenne, on va rester dans cette logique, dans ce rapport de force qui va se durcir au fur et à mesure. Parce que, en termes d'orgueil, il ne sera pas question, pour la justice aujourd'hui, avec ceux qui peut-être tirent les ficelles derrière, de relaxer M. Kamto aussi facilement. Et de l'autre côté aussi, le MRC va vous dire, ben, comme on ne libère pas notre leader, on va continuer à muscler aussi. Hein. Donc, on est en train d'aller vers un mur. Parce qu'au niveau de la détente, je ne la vois pas venir. La détente, c'est pas pour demain, en tout cas. Ce ne sera pas le 13 avril, ni après le 13 avril, ça prendra encore du temps. Parce qu'au niveau des enjeux de couloir et des jeux de couloir, il est très difficile que, d'un côté ou de l'autre, qu'on lâche du lest. Parce que ceux qui sont aux affaires ne veulent pas partir. Ils veulent démontrer que ce sont eux qui tiennent bien les rênes. Et ils viennent d'être réélus, il n'y a pas longtemps. 7 octobre, ça fait pas longtemps. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va laisser faire. Entre-temps, M. Kamto estime aussi, je passe sous le contrôle de M. Ateba qui est là, qu'on ne peut pas le relaxer lui seul, hein, et laisser les 200 autres qui sont avec lui incarcérés. Il y aurait quand même un souci. Lui, en tant que porteur des visions, ça poserait problème. Que lui, il accepte de recouvrir la liberté, pendant que ceux qui ont souqué ferme avec lui sont incarcérés. Donc vous voyez un peu que ça va s'éduquer. Et dans ce feuilleton juridico-politique, le groupe de travail pour les droits de l'homme des Nations Unies vient d'être saisi de cette affaire Maurice Kamto, ses alliés politiques et d'autres camarades de son parti, le MRC, ses avocats qui déplorent les conditions d'arrestation et de détention qu'ils jugent illégales. Avec vous, Joseph Emmanuel, pourquoi cette démarche vers les Nations Unies alors que les affaires concernant Maurice Kamto sont encore en cours de procédure judiciaire au Cameroun? Je voulais rappeler, comme disait M. Angelbert tout à l'heure, le MRC n'a pas de problème avec la justice, mais c'est la justice qui a un problème avec le peuple camerounais. C'est la justice camerounaise, prise en otage par le système gouvernant, qui a un problème avec le peuple camerounais. Voyez-vous, mardi dernier, le professeur Kamto et ses camarades devaient passer au tribunal et on leur a imposé un procès à huis clos pour des gens qui sont accusés d'hostilité à la patrie. On les amène dans une chambre pour les juger. Vous savez, je ne suis pas un juriste, donc je ne parlerai pas ici en tant que spécialiste. Je suis un observateur, je suis un citoyen. Tous les éléments, c'est-à-dire que l'arrestation du professeur Kamto, je vous assure, si vous allez au tribunal pendant ces procès et que vous écoutez ces gens, il est très difficile de retenir les larmes, tellement c'est violent. Tellement c'est violent. C'est-à-dire que on a arrêté, c'est-à-dire que même des animaux, on ne les traite pas comme ça. Des citoyens d'un pays, dans leur propre pays. Je voudrais rappeler à M. Sombongona que il y a un ministre de l'administration territoriale à une époque qui a pris des mesures, comme celui actuel, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous en sommes là où nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'on a dissous des associations qui fonctionnaient, qui étaient des interlocuteurs, voilà un ministre qui a pris les mêmes dispositions, les mêmes décisions que celui d'aujourd'hui. Et voilà, nous sommes à 2-3 ans de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne sais pas pourquoi notre gouvernement a peur du dialogue, a peur de parler aux Camerounais, a peur que les Camerounais se parlent entre eux. Je ne sais pas pourquoi. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc pour vous, le problème, c'est au niveau du dialogue que que vous souhaitez engager entre Maurice Kamto et le président de la République, Paul Biya. Si nous saisissons, vous avez parlé le groupe de travail des Nations Unies pour les droits de l'homme. Genève. En fait, ce n'est pas pour que... On sait que les décisions là-bas ne peuvent pas avoir d'incidence, mais au moins, et il faut au moins que les gens sachent. Vous voyez, imaginez qu'un juge camerounais, peut-être un brillant magistrat camerounais, refuse de libérer les militants du MRC et leurs alliés. Et que certainement un petit juge de Genève remette en cause cette décision. Parce qu'il y a des brillants juristes au Cameroun, ça je ne peux pas. Il y en a des brillants au Cameroun, mais qui ne pourront pas prendre la décision en leur âme et conscience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous usons de tous les pouvoirs dont nous disposons pour faire, parce que notre objectif c'est faire éclater la vérité. C'est pour ça qu'il dit que la vérité est rebelle. On ne peut pas l'étouffer. Les Nations Unies saisies au sujet de l'affaire Maurice Kamto, notamment son groupe de travail en charge des droits de l'homme. Avec vous, Edmond Kambia, qu'est-ce qui explique cette démarche? Comment fonctionne ce groupe de travail des Nations Unies lorsqu'il est saisi pour ce type d'affaires? D'abord, il faut préciser une chose. Le fait qu'une affaire soit en justice n'empêche pas qu'une des parties puisse saisir le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Donc, on ne peut pas faire le reproche au MRC d'avoir saisi, à leurs avocats d'avoir saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire. Ça, c'est d'un. De deux, il faut dire que le groupe de travail sur la détention arbitraire est une structure qui a été créée, qui, comme l'a dit M. Essoma Bengono, donne des avis, c'est-à-dire à la fin d'une série d'enquêtes qu'ils vont mener auprès des différents partis, parce qu'ils vont écouter la version non seulement du MRC, mais également la version du gouvernement du Cameroun sur l'affaire concernée. Et ça peut durer des mois. Mais à la fin, il y aura un avis. M. Bengono et Soma Bengono disaient tout à l'heure que cet avis n'est pas contraignant. Oui, certes, l'avis n'est pas contraignant. Mais, c'est le mais qui est important. L'avis n'est pas contraignant, mais il y a des conséquences sur la non-application de la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Permettez que je développe. Quand le groupe de travail fait son travail, écoute toutes les parties, parce que c'est une enquête sérieuse. Quand j'ai dit ça peut durer des mois, c'est parce qu'ils veulent s'assurer que l'avis qu'ils vont prendre va tenir compte de tous les désidérata. Quand un pays, quand ils prennent donc leur décision, si l'État qui est concerné par cette affaire est coupable, refuse d'appliquer la décision, cet État est considéré dans le monde entier comme un État voyou. Je dis comme un État voyou, c'est-à-dire un État qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est ainsi dans la littérature politique, dans la littérature de l'ONU sur cette question. Ça, c'est un point important à noter. Et l'image de ce pays sera détériorée. N'oubliez pas une chose. Le Cameroun est un État membre de l'ONU. On ne peut pas, quand ça nous arrange, saisir l'ONU, par exemple dans l'affaire Bakassi, saisir l'ONU pour d'autres types de problèmes, quand ça nous arrange, saisir les différentes structures, organes spécialisés de l'ONU lorsque nous sommes en difficulté, et après, lorsque la même organisation internationale, lorsque la même organisation mondiale, à travers l'une de ses déclinaisons, fait un travail concernant notamment les droits de l'homme. Et vous savez que le groupe de travail sur la détention arbitraire travaille en étroite collaboration avec le Conseil des droits de l'homme de Genève, de l'ONU, qui est une institution où les différents États membres passent pour faire un bilan de l'état des droits de l'homme. Et je peux vous dire que lors des derniers passages des membres du gouvernement à Genève, ce n'était pas du tout bon. C'est-à-dire que le rendu n'a pas été plébiscité. Parce que le Conseil des droits de l'homme travaille avec les États, mais également tient compte des rapports, des documents qui leur parviennent des différentes sources, dont celles des ONG non gouvernementales. Et c'est très important. C'était pour vous dire que oui, M. Essoma Bengono peut dire que cet avis n'est pas contraignant, le gouvernement, même s'il est coupable, va s'en passer, mais je peux vous dire que l'image du Cameroun ne sera plus la même. S'il est coupable et refuse d'appliquer la décision. Je n'ai pas terminé. Monsieur Essoma Bengono, vous avez dit tantôt une chose
qui est intéressante aussi. Vous avez reconnu, parce que beaucoup des militants de RDPC ne reconnaissent pas que l'affaire MRC, c'est une affaire politique. Vous avez dit que c'est une affaire politique. Et c'est pour cela qu'elle est déportée au tribunal militaire. Beaucoup disent, le gouvernement dit que c'est une affaire de droit commun. Mais une affaire de droit commun doit être jugée par les tribunaux de droit commun. Moi, je ne vous ai pas mal compris. Vous avez dit que c'est une affaire politique. Et que les affaires politiques sont jugées au tribunal militaire. Je vais vous répondre. Vous permettez? Oui. Vous avez cité des instruments internationaux importants que sont la CADEC, la Charte africaine, la démocratie des élections et la gouvernance. Vous avez également cité le Pacte international des droits civils et politiques. Mais sauf que vous avez refusé de dire que ces documents importants consacrent le droit de manifester. Oui, vous ne l'avez pas dit, mais consacre ce droit parmi les autres droits sur les libertés publiques. Vous ne l'avez pas dit. Finissez que je vous réponde. Allez-y, allez-y. Je vous en prie maintenant. Voilà. Avec vous, Robert et son oui, vous allez réagir sur cette affaire MRC qui se retrouve maintenant devant la tribune des Nations Unies, notamment son groupe de travail sur la détention arbitraire, qui donne certes un avis, mais pour autant, l'image du Cameroun, comme le relève Edmond Kamga, pourrait en être écornée si ces décisions venaient à être favorables ou défavorables, que ce soit pour les pouvoirs publics ou le plaignant qui saisit cette institution. Comment vous analysez cette situation-là? Bien, je commence là où il est sorti pour lui dire que les deux instruments que nous avons cités en partage avec les téléspectateurs consacrent également la primauté de l'ordre public sur les libertés individuelles et disent que les principes et les libertés sont réglés par le droit interne. C'est ce que les deux instruments disent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous parlez de Bakassi. Bakassi, c'était la Cour internationale de justice, mon cher. C'était pas le groupe de travail. La Cour internationale de justice est une juridiction internationale compétente sur les questions que le Cameroun a portées à sa connaissance. Et vous connaissez la décision à ce sujet. Je dis que le groupe de travail donne des avis. Savez-vous combien d'avis il a donné sur le Cameroun? Au moins 7. La vraie problématique, c'est pas les avis du groupe de travail, mon cher Edmond. La vraie problématique, c'est les conditions d'incarcération dans nos établissements pénitentiaires. Voilà le vrai enjeu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde nos juges, lorsqu'on regarde nos établissements pénitentiaires, c'est là-bas qu'il y a du travail à faire, c'est pas à Genève. C'est pour ça que je dis que c'est des avis qui ne comptent pas. Et vous savez que, comme il n'a pas un caractère multilatéral, parce qu'en fait il s'agit d'un groupe d'experts, qui travaille sous le regard de la Commission des droits de l'homme, qui vient de sortir de ses travaux, et je vous renvoie aux deux déclarations qui ont été faites par le Cameroun, devant le Conseil des droits de l'homme. Si ça avait été défavorable au Cameroun, on le saurait déjà. Moi, j'ai les deux documents. Donc, moi, oui, je dis donc ceci. Vous n'avez pas d'État voyou, attendez, qui qualifie l'autre de voyou, mais c'est les puissants. Vous savez que ce sont les puissants qui, également, pensent qu'ils peuvent prendre des décisions chez eux, qui s'appliquent chez les autres, au-delà du multilatéralisme. C'est-à-dire que un pays puissant estime que son extraterritorialité permet qu'il prenne une décision et qu'il s'applique chez les autres. Ce n'est pas ça le droit international. Donc, ceux qui qualifient les autres de voyous, on peut aussi les qualifier de voyous, d'autant plus qu'il y a d'autres instruments qui interdisent d'utiliser ce genre de langage s'agissant des États qui sont égaux. Mais il y a les principaux partenaires du Cameroun qui l'ont appelé, avec l'Union européenne et les États-Unis, qui ont appelé au dialogue politique. Est-ce que vous ignorez cette démarche-là? Avant qu'ils viennent appeler au dialogue politique, nous sommes tous ici sur la table. Nous sommes des Camerounais, nous avons aussi appelé au dialogue. Nous avons tous appelé au dialogue, nous sommes tous pour le dialogue. Peut-être que nous n'avons pas la même vision du dialogue, ni le même contenu du dialogue, ni le même contexte de dialogue avec les mêmes acteurs. Mais quand vous pensez que l'Union européenne, est-ce qu'on a attendu que l'Union européenne vienne parler de dialogue, par exemple, parce ce qui concerne la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Le gouvernement y était déjà, le gouvernement travaille avec un certain nombre d'interlocuteurs là-dessus. Le MRC, qu'est-ce qui interdit le MRC de faire le dialogue avec les autres partis d'opposition? Absolument rien. Donc on n'attend pas ça des Nations Unies ou de l'Union européenne. Moi je dis que le Cameroun ne fait pas un concours d'image, mon cher Edmond. Le Cameroun a des obligations de souveraineté à l'intérieur et au plan international, sont membres du système des Nations Unies. Et je vous dis que dans le système des Nations Unies, il est interdit d'appeler un autre État voyou. Les uns le font parce qu'ils s'estiment qu'ils sont puissants, soit économiquement, soit militairement, soit politiquement. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'un avis du groupe de travail qui n'a jamais été appliqué dans aucun pays du système va s'appliquer concernant le Cameroun. Et ce que vous dites, nos partenaires, moi je vous renvoie. Regardez la diversification du partenariat du Cameroun. Le Cameroun s'est toujours inscrit dans le cadre du multilatéralisme. Et même dans ses rapports avec un certain nombre d'États sur le plan bilatéral, nous n'avons pas de conflit d'intérêts
M. Edmond, sur la question des droits de l'homme avec un certain nombre de pays. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. D'ailleurs, lorsque il y a quelques avis divergents, nous mettons tout en œuvre pour construire de nouvelles convergences d'intérêts. Donc moi je dis que il ne faut pas qu'on perde ce qui nous regarde. Aucun instrument international ne contraint. Le pacte international des droits civils et politiques parlait de procès équitable et impartial, c'est tout. Et je reviens à ce qu'il a dit. Le tribunal de grande instance, c'est même pas le tribunal qui est compétent, c'est le président du tribunal de grande instance qui est compétent pour l'habeas corpus. C'est-à-dire qu'il entend les parties dans son bureau. Ce n'est pas le tribunal, c'est le président. C'est pour cela que, pour ceux qui nous regardent, que dans le cadre de l'affaire, le volet habeas corpus, le président du tribunal de grande instance peut recevoir les parties dans son bureau. Parce que ce n'est pas le tribunal, il faut bien qu'on se comprenne. Donc les mots ont un sens. Donc moi je conclue en disant que ceux qui nous regardent savent très bien. Et je conclue sur le dialogue nord-ouest-sud-ouest. Le dialogue... Vous ignorez le dialogue entre le MRC et entre Maurice Kamto et le président de la République tel qu'il avait formulé. Il n'y a aucun dialogue entre Maurice Kamto et le président de la République. Arrêtez. Moi je dis que le Maurice Kamto a un problème. Je suis désolé. Je respecte beaucoup le professeur Kamto que j'ai eu comme enseignant à une certaine époque. Je respecte l'homme de science. Mais je dis il n'y a aucun dialogue entre le président du MRC et le président de la République. Il y a le MRC, les responsables du MRC. Je vous ai dit pour l'instant, je ne voudrais pas impliquer le MRC, parti politique, dans les agissements de certains de ses militants. Parce qu'il y a un problème de responsabilité civile qui en découlera le moment venu et qui va certainement entraîner un certain nombre de mesures. Je ne voudrais pas engager ce parti. Parce qu'il n'y a pas que les militants qui sont incarcérés là-bas, il y a d'autres militants respectables qui portent les idéaux du MRC et qui ont été évoqués ici avec dignité et fierté. Et je m'en honore d'en connaître certains dans mon entourage. Je dis donc que nous sommes dans une logique où le MRC peut faire sa diversion. Le moment viendra où, devant le juge, et je précise ce que j'ai dit par rapport à l'article 13 du Code de justice militaire, je dis que puisque le MRC veut politiser cette affaire, qui est une affaire simple, puisque lui-même avait déjà saisi le même juge des faits de terrorisme contre Kavaye Yege Djibril et un certain nombre de ministres. Le tribunal militaire est le seul tribunal au Cameroun où la politique peut intervenir. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est un procès politique. Je dis que c'est le seul tribunal... Devant le tribunal militaire, à votre suite, Angelbert et Somba, oui, permettez à Joseph Emmanuel Ateba de réagir. Vous avez suivi Angelbert et Somba, il estime que c'est une procédure judiciaire équitable qui est en cours à l'encontre de certains militants du MRC, dont le président de ce parti politique, Maurice Kamto. Il fait savoir que les procédures d'habeas corpus peuvent se dérouler dans le bureau du président du tribunal devant lequel cette affaire se déroule. Comment vous appréciez ces propos? D'abord, je voudrais dire que Monsieur Essobagongo a dit que ce n'était pas une affaire politique. Et je voudrais savoir comment se peut-il que le professeur Kamto soit incarcéré alors que personne ne peut démontrer au Cameroun, même nous ici sur ce plateau, qu'il a posé un acte terroriste, parce qu'il parle de terrorisme. Là, nous parlons de terrorisme, oui. Parlant du tribunal militaire, vous avez pris l'exemple. Si tu permets, oui. J'ai dit que Maurice Kamto a porté plainte contre M. Kavaye Yege. Justement. Terrorisme. Moi, je n'ai pas parlé de terrorisme. Justement. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Non, justement. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui nous regardent... Justement, vous avez cité le cas, parce que quand on parle de terrorisme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a terrorisé, qui a violenté. C'est le cas de ce que M. Kavaye ont fait au nord. Ils ont attrapé des gens, ils les ont violentés, arraché les tenues du MRC et les brûlés. Mais ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est... Ben justement, c'est un acte de terrorisme. C'est pour ça qu'on a porté plainte. M. Kavaye n'est pas un militaire, c'est un civil. Non, c'était un acte de terrorisme parce qu'on a terrorisé les gens. Voilà. Contrairement au MRC, entre autres, contrairement au MRC, qui n'a fait que d'abord vouloir marcher, parce qu'on n'a même pas permis que la marche ait lieu. On n'a même pas permis que la marche ait lieu. Le MRC a voulu marcher et on arrête son président, on l'amène au tribunal militaire. Donc, par conséquent, c'est un terroriste. C'est un terroriste, ce que je veux dire par là. Donc, en réalité, nous sommes sur un procès politique que le régime a de la peine. En réalité, c'est un problème de peur panique.
Ben, c'est un problème de peur panique. Aujourd'hui, ça fait combien de temps le professeur Kamto était au tribunal militaire? Le juge qu'il a reçu pour la dernière fois a été affecté le lendemain. Il a été affecté le lendemain. Le juge qu'il a reçu pour la dernière fois au tribunal militaire a été affecté le lendemain. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a toujours pas reçu la décision du tribunal militaire déclarant sa compétence à pouvoir le juger. Nous l'attendons toujours. C'est pour dire que le système est dans sa méthode habituelle. C'est-à-dire que permettez que je vais utiliser le mot, de terroriser les populations, les Camerounais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans un tel climat de plus en plus tendu, avec vous, Jean-Patient Salah, comment on va vers la désescalade politique au moment où le gouvernement et le MRC s'accusent mutuellement à la fois de déstabiliser les institutions, à la fois également de vouloir embastiller un parti politique à l'heure où des élections locales sont annoncées en cette année 2019. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de désescalade possible, pour emprunter votre terme, dans les mois qui viennent. Hein. Ce n'est pas possible au regard des faits. Je voudrais m'attarder sur notre géopolitique locale qui se déporte sur le champ des relations internationales avec une géostratégie qui me paraît de bonne guerre pour les uns et les autres. Le groupe de travail dont on parle ici va émettre un avis. Mais ce que le MRC veut faire, à travers Dupond-Moretti, que j'ai écouté lors d'une conférence de presse ici à Yaoundé, qui disait que actuellement pour le MRC, ou alors pour la défense des militants du MRC, il est important que la communauté internationale et ses instruments et organismes soient au parfum de la situation. Comme vous laissez croire aussi que sur le plan local, il n'y a pas d'issue. Et que la seule issue serait une pression venue de l'extérieur. La pression internationale pourrait aider. C'est ce que j'ai retenu. Et c'est pour ça que c'est M. Moretti, effectivement, qui est signataire du document qui interpelle ce groupe de travail. Vous voyez donc qu'on veut sortir de la logique intérieure pour aller à l'extérieur avec l'envie d'ameuter la communauté internationale pour qu'elle s'intéresse soit au Cameroun, soit alors au régime. Mais je pense que c'est beaucoup plus au régime. Le régime va vous dire que l'image du Cameroun ne doit pas être écorchée de l'extérieur, ni écornée par des gens qui vont agiter ces mouvements-là, parce qu'il s'agit bien de la souveraineté d'un pays. Mais je crois savoir que l'enjeu n'est pas la souveraineté du pays en tant que Cameroun, en tant qu'entité géographique. L'enjeu, c'est le régime. Comment faire pour débouter ces régimes? Et vu la faiblesse des moyens qu'on peut avoir ici sur place au Cameroun, il faut utiliser la force extérieure, qui est celle des puissances occidentales et de ces organisations qui ont un regard assez particulier sur le Cameroun. Human Rights Watch, il y a quelques jours, vous avez été au parfum de ce que cette ONG a déclamé dans son rapport. Amnesty International a fait presque la même chose. Il y a eu précédemment Crisis Group et bien d'autres qui ont écrit sur le Cameroun par rapport aux différentes crises, même en guise de prévention des crises en question. Mais cela peut être utile à ceux qui estiment et qui veulent démontrer que le pouvoir central de Yaoundé ne tient plus les rênes du pays et que le Cameroun aujourd'hui doit être mis en marge d'une collectivité internationale qui promeut la démocratie. Et c'est pour ça que j'ai eu dire, et avec des sources crédibles, qu'il y a bel et bien des Camerounais qui arpentent les couloirs du département d'État américain à Washington pour dire à Donald Trump que le Cameroun va mal, que ça ne marche pas là-bas. D'où les manifestations également à l'étranger, de gauche à droite, de nos frères, certains frères de la diaspora, qui font la démonstration que le Cameroun va mal. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse du Cameroun, il s'agit du régime que peut-être ces gens-là veulent à tout prix mettre en difficulté et non le Cameroun. Parce que moi, Camerounais, je ne sais pas si mon pays, en tant qu'entité géographique et démographique, va mal, mais en tant que géré par un régime, certainement il va mal. Le gouvernement qui se retrouve en difficulté dans le cadre de la livraison des chantiers relatifs à la Coupe d'Afrique des Nations. Le délai que s'était donné le gouvernement, c'était le mois de mars 2019. Et la presse a constaté en ce début du mois d'avril que la majorité des infrastructures sportives et routières prévues dans le cadre de la CAN sont loin d'être achevées. Edmond Kamga, la nouvelle expression, en a fait tout un dossier lundi 1er avril
2019 en précisant qu'il ne s'agit pas d'un canular, mais d'une réalité évoquant le fait que certains membres du gouvernement ont menti. Pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion? Oui, M. Doufeli, avant de répondre à votre question, je voudrais conclure la première partie de notre débat en disant que le pays va mal. Il faut absolument décrisper l'atmosphère politique. Il faut sortir de cette tension qui continue, sortir de cette escalade et qui monte, qui ne descend pas. Et c'est une des raisons pour laquelle les institutions internationales veulent savoir ce qui se passe, veulent nous aider à régler nos problèmes, puisque nous avons démontré suffisamment que nous sommes incapables de régler nous-mêmes nos propres problèmes. Sur la question des droits de l'homme, il y a Madame le haut-commissaire des Nations Unies chargée des droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, qui arrive au Cameroun du 1er au 3 mai prochain. C'est pour deux questions. C'est globalement les problèmes des droits de l'homme, en particulier la crise anglophone. Il n'y a pas encore de solution. Elle veut comprendre pourquoi il n'y a pas de solution à cette question et peut-être comprendre également pourquoi, sur le plan politique, on peut arrêter une personnalité qui a été officiellement la deuxième personnalité. D'après les résultats officiels, Maurice Kamto est deuxième. Mais est-ce que dans tous les pays du monde, lorsque vous perdez les élections, on vous arrête quand vous revendiquez et on vous fait passer plus de 2 mois en prison? Ça inquiète la communauté internationale. Maintenant, sur la question de fond, sur le sport, pourquoi est-ce que la nouvelle expression a traité? Ils ont menti. C'est-à-dire, ceux qui nous ont annoncé que fin mars, les travaux seraient prêts et livrés. Et même lorsqu'il y a eu glissement, parce que le chef d'État a utilisé le terme glissement, on a eu l'impression que toutes les déclarations qui ont été formulées par les membres du gouvernement et par les personnalités liées à ce dossier, au niveau de la supervision, ils disaient au plus tard fin mars. C'était le mot-clé. Mais fin mars, nous avons fait nos enquêtes. Et nous nous sommes rendus compte que fin mars, non seulement les chantiers ne sont pas prêts, mais dans le cas, par exemple, du stade d'Olembe, où il y a eu des grèves, où on a chassé, où on a observé comment la police a chassé les personnels qui réclamaient leurs arriérés pour n'avoir pas été payés, et nous avons appris que même les 4 expatriés sont retournés en Italie. C'est grave. Cela signifie que nous n'avons même plus d'honneur. Parce que si on avait un honneur, on s'assurait au moins que les travaux seraient prêts dans tous les chantiers fin mars, pour dire à nos amis de la CAF que oui, ça a glissé, mais au moins nous on a respecté notre propre déclaration fin mars. C'est pour cela que nous avons dit, ils ont menti. Et il y a une grosse inquiétude, M. Noufeli. Il y a une grosse inquiétude. Quand les chantiers sont ainsi fermés, quand les expatriés sont ainsi partis, quand on ne paye pas les salaires des ouvriers, j'ai dit, même à Garoua, ça ne bouge pas. C'est inachevé, ça ne bouge pas du tout. Ce n'est pas seulement à Yaoundé. La grosse inquiétude, c'est que si la situation perdure, comme on le voit avec les chantiers qui n'avancent pas, qui sont fermés ici et là, 2021 n'est pas garanti du tout. Des chantiers de la CAN inachevés selon la presse camerounaise qui en a fait grand cas, et c'est l'un des motifs des marches que initie le MRC depuis janvier 2019. Comment vous réagissez? Nous sommes en avril, les engagements du gouvernement à respecter les délais initiaux de la CAF, à savoir terminer les infrastructures sportives et routières prévues dans le cadre de la CAN au mois de mars 2019. Comment vous réagissez face à cette situation? Vous voyez, Cédric, dans notre pays, les gens qui disent la vérité sont traités de menteurs. Ils sont insultés partout. Pendant longtemps, les Camerounais ont sonné l'alerte par rapport à cette histoire de CAN. Je ne voudrais pas être à la place de mon frère, Angélbert, parce que c'est les mêmes qui soutenaient mordicus, d'abord qu'il y aura la CAN au Cameroun en 2019, pendant que tout le monde voyait que c'était pratiquement impossible. Ils étaient là tous les jours à traiter oiseaux de mauvais augure. Tous les noms d'oiseaux étaient attribués à ceux qui dénonçaient ces histoires. C'est valable, vous voyez. La CAN, on en parle parce que c'est une opération qui était limitée dans la durée, dont il y avait un délai. Mais regardez toutes les autres infrastructures, où elles en sont. C'est exactement la même chose. C'est la gouvernance camerounaise. C'est-à-dire que rien ne marche, rien n'arrive à terme. Mais quand on le dit, on n'aime pas le Cameroun.
C'est de ça qu'il s'agit. Dire que ça ne va pas, vous êtes taxé d'ennemis de la nation, d'antipatriotes. Et c'est justement pour tout ça que le MRC a dit qu'il ne faut plus se taire. Il ne faut plus se taire, il s'agit de notre pays. Il s'agit bien de notre pays. Si on continue à se taire, qui parlera pour nous? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas un problème du MRC, parce que les gens, ce n'est pas une histoire du MRC, c'est une histoire du Cameroun. Voyez un peu à quel niveau d'humiliation on se trouve. Le président a dit, le Cameroun sera prêt le jour dit. Sur les plateaux de télévision, ils étaient là à asséner jour et nuit que ce sera fait. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas se taire. Il s'agit de notre vie, il s'agit de notre pays. Le Cameroun qui a dépensé plus de 1200 milliards selon le Messager dans le cadre de la réalisation de ses infrastructures sportives, routières et hôtelières. Avec vous, Angilbert et Somba Mengono, nous sommes en avril 2019. Les engagements du gouvernement camerounais, les délais initiaux d'exécution de ces chantiers, quel est le constat que vous faites? Non, je pense bien que certains enfants du pain béni, grâce à eux, moi je dis, nous sommes dans le cadre d'exécution. Une fois de plus, je vais convoquer les textes, parce que sans les textes, nous bavardons un peu en l'air. Il y a un code des marchés publics au Cameroun qui est clair sur les conditions de passation des marchés, les conditions de financement et d'exécution. Parce que c'est à la lumière de ça. Et les délais aussi. Non, attendez, ce n'est pas la lumière. Et les délais, je précise, dans le code des marchés publics, il y a un délai qui est fixé. C'est ce que je suis en train de dire, sauf si vous ne l'avez pas lu. Lisez le code des marchés publics, vous verrez que tout y est. Donc, ce n'est pas avec l'article de Edmond Messager qu'on va au TCS ou au tribunal. Il y aura un audit de tous les chantiers, en vertu précisément de ce code public des marchés qui a désigné des organes de contrôle. Le gouvernement, sur ce terrain, il est sans complexe, vous le savez. C'est-à-dire que l'autorité des marchés publics peut se saisir à tout moment, je crois même que des instructions ont été données dans ce sens, pour que tous les marchés liés au chantier de la canne soient audités à la date où nous parlons. Vous allez voir dans les tout prochains jours que ces missions de contrôle qui vont être faites, effectuées par des auditeurs indépendants, comme c'est prévu dans le dit code, produisent rapidement les résultats pour d'abord consolider les chiffres des uns et des autres et donner la situation. Et vous savez que ce code rappelle fort opportunément que si certaines malversations techniques ou financières ou administratives ont donné lieu à des atteintes à la fortune publique, on applique l'article 184. C'est cela. C'est-à-dire l'article qui est clair en matière d'enrichissement illicite et de détournement des biens publics. Donc, rassurez-vous, le gouvernement va faire son travail. C'est le même gouvernement qui, en décembre 2018, s'était engagé à poursuivre les chantiers, à même accélérer les chantiers. Le gouvernement a accéléré les chantiers. Mais qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est deux parties. Un prestataire privé, on vous l'a rappelé tout à l'heure, qui a des ouvriers, qui a des contraintes, qui peut sous-traiter, qui peut co-traiter. Et d'un côté, l'administration publique, c'est-à-dire un maître d'ouvrage qui signe au nom de l'État. On ne peut pas juger de ces marchés sans s'inscrire dans le cadre de la loi. Et quand on va, et vous allez voir que c'est plus facile, d'ailleurs je suis heureux comme il a parlé de la presse qui doit être toujours en attente. Moi j'invite la presse à confronter chaque chantier à ce qui est dit. Vous allez voir que vous aurez d'autant plus d'éléments pour alimenter un débat constructif, productif, capable de permettre au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Encore que, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils soient incapables de prendre ses responsabilités. Pour moi, en tout cas pour nous au RDPC, nous sommes demandeurs, nous aussi, de ces chantiers. Nous sommes demandeurs de cette vérité. Non, vous voyez, ça vous amuse. Vous êtes satisfait de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en avril 2019, et que les différents chantiers prévus dans le cadre de cette canne ne soient pas encore achevés? Je ne suis pas le premier à dire que les chantiers ne sont pas achevés. Vous avez suivi, bien avant la mise en place du gouvernement actuel, le ministre Bidung Pach, lorsqu'il avait encore en charge le dossier de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, dans un long rapport circonstancié, présentait la situation. Moi, je ne fais pas de l'axiologie, je fais de la politique. Je dis que le gouvernement ne peut pas se satisfaire des résultats que nous avons observés et qui s'observent aujourd'hui. Et s'il y en a qui se satisfassent, moi je dis, je ne suis pas de cette école-là. Je dis qu'il y a un cadre légal et réglementaire dans le cadre. Ce sont
on a fait des contrats et des marchés pour des prestations liées au chantier de la CAN. Il est temps qu'on actionne les leviers liés au contrôle, à l'exécution de ces marchés, pour que toutes les conclusions soient tirées. Je vous assure que sur ce terrain-là, c'est sans complexe que le RDP savoir de ce sujet. Mais Camerounais s'interroge justement, où sont passés ces contrôles durant l'attribution de ces marchés à des entrepreneurs il y a au moins 2 ans et demi aujourd'hui, avec toutes les assurances données aux Camerounais, Jean-Passion Salah, sur l'accélération de ces chantiers, sur l'importation des préfabriqués afin de permettre à ce que le Cameroun soit prêt le jour dit. Le mea culpa n'est pas difficile à faire. C'est-à-dire que demander pardon au peuple camerounais pour avoir dit des choses qui ne se sont pas réalisées à date. Il faut aussi apprendre à demander pardon quand ça ne marche pas. Il y a des textes, il y a des lois. Au Cameroun, on le dit à satiété. Le Cameroun est doté des meilleurs textes. Il faut respecter la loi, il faut. Mais il y a également des annonces qu'on fait. On promeut au peuple. Et quand on promeut au peuple, il faut réaliser. Quand on dit au 31 mars 2019, tout sera prêt, il faut réaliser. Moi, j'étais sur le terrain à Garoua l'année dernière. On nous a dit là-bas que décembre 2018, tous les chantiers seront prêts. Nous avons visité tous les sites. J'étais dans cette délégation. Décembre est passé, comme lettre à la poste, nous sommes à mars, rien n'est prêt. Et en mars, je suis étonné de lire un tabloïd d'un confrère que je respecte énormément, qui nous annonce que Pichini a de sérieux problèmes. Dans le même journal, on a souvent défendu celui qui gère Garoua. Ah non, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a un affrontement des lobbies qui se joue au-delà du code des marchés publics, au-delà de tous les beaux textes que nous avons et que nous devons appliquer à tout prix, au-delà des contrôles. La bataille, c'est quoi concrètement là maintenant? Je n'en sais rien. Allez leur demander, l'enjeu c'est quoi? Vous aurez la réponse. Parce que c'est inadmissible. Hein, qu'on vous dise que pour le chantier des Garoua, les fonds n'ont pas été libérés à temps. Quelqu'un bloquerait les fonds quelque part. Hein, quelqu'un ne serait pas d'accord que le ministre tel, qui serait derrière tel. C'est compliqué. C'est une alchimie très compliquée. Et c'est ce qui plombe en fait tous ces chantiers. Maintenant, vous avez le cas de Douala, où à 95% je crois, le stade est prêt. Mais le complexe, lui, il n'est pas prêt. Du tout. Même cas de figure à Olembe, le complexe n'est pas prêt. Le stade, bon, allez voir ce qui s'y passe. Hein? Il y a problème, il y a un problème sérieux. Allez regarder à Bafoussam, vous allez voir. Le même acquéreur des marchés de Garoua vous dit subitement, après qu'il se retrouve bloqué, que désormais il va s'occuper d'un stade à Bertois et d'un autre à Bamenda. Et nous de lui demander, c'est une conférence publique, mais que cherchez-vous à Bamenda et à Bertois alors que Garoua n'est pas achevé? Écoutez, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut berner? Et au 31 mars, il n'y a toujours rien. Nous sommes au 7 avril. Il n'y a toujours rien. Je condamne également l'omerta autour. Monsieur Souma Bongono peut s'exprimer ici. Je suis ravi qu'il dise quand même que lui-même, en tant que citoyen, ne peut pas tolérer que ces stades ne soient pas prêts. Et c'est vrai. On ne peut pas accepter cela. C'est inexplicable. C'est pas forcément un dossier sur le RDPC, mais c'est aussi un problème de gouvernance qui concerne tout le monde, toute la technocratie, la classe technocratique qui existe dans ce pays et à qui les chantiers ont été soumis. Pourquoi ce silence que nous allons à la fin juger coupable? Pourquoi on ne nous dit rien? Sachant que la date du 31 mars arrive, approche à grands pas, on aurait pu s'exprimer. Je dis le mea culpa. Même les hommes politiques peuvent l'observer, peuvent également l'appliquer. Un silence du gouvernement devant la réalité implacable de ces nombreux chantiers inachevés. Pourtant, les engagements, les délais d'exécution avaient été formulés. Avec vous, Edmond Kamdia, ce sont près de 1200 milliards de francs CFA engagés pour les chantiers de la CAN. Lors de l'élaboration du budget de l'année 2019, le gouvernement a fait de l'accélération de ces chantiers la priorité de l'exécution du budget. Nous sommes en avril et rien n'a été terminé sur le plan de ces infrastructures sportives et routières. Quelles conséquences sur le plan social, sur le plan économique? Les conséquences sont évidentes. Vous savez, après de tels engagements, après une telle mobilisation générale du peuple camerounais pour l'organisation de la CAN 2019, parvenir à ce niveau et prétendre qu'on peut rester indifférent, non. Les conséquences sont là. Regardez tout simplement au niveau de l'investissement du chef de l'État et
de son supposé gouvernement pour l'accompagner vers l'atteinte de cet objectif, qui n'a pas du tout abouti, qui a échoué. Parce que, en fait, c'est le mot qui dérange. L'objectif a échoué. Et du coup, on a glissé sans perspective, sans certitude que 2021 nous sera acquis dans les conditions de gestion des chantiers actuellement. Parce que le plus grave, c'est quoi? C'est que normalement, on aurait dû passer tous les chantiers par des appels d'offres. Mais parce que certains clans, certains réseaux, mus dans leur appétit de gagner gros, ont convaincu le chef de l'État sur la nécessité de permettre des gré à gré. Il a autorisé, on a permis des gré à gré. Et c'est ça le malheur du gouvernement du Cameroun. Le malheur vient des gré à gré. Si on fait le bilan des sommes investies dans les gré à gré, je crois que beaucoup de personnes auraient l'AVC, un accident vasculaire cérébral. Si on donne les chiffres des marchés octroyés par gré à gré. Et c'est la raison pour laquelle les chantiers sont arrêtés. Parce que visiblement, une bonne partie de cet argent a disparu. L'argent n'est plus disponible pour continuer les chantiers. C'est ça la réalité. Il faut trouver de l'argent pour continuer les chantiers. Tout à l'heure, notre ami M. Essoma nous disait tout à l'heure qu'on va faire des audits. Oui, ce n'est pas une faveur. On doit faire des audits. Il faut absolument le faire. On aurait même dû le faire avant d'envisager une mobilisation de quelques fonds que ce soit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, d'abord en termes d'image pour le Cameroun. Alors là, pour un pays qui est réputé être le Brésil de l'Afrique, et qui est le deuxième à avoir le nombre de CAN en Afrique après l'Égypte, de vivre une telle humiliation, parce que c'était la seule CAN, jusqu'aujourd'hui, que le chef de l'État a voulu pour son pays. La seule. On ne sait pas si on aura une autre, si Dieu le prête vie. Donc, seulement pour cette image-là, notre image est écornée en Afrique et partout dans le monde. Sur le plan social, sur le plan économique, mais c'est plus grave encore. Beaucoup d'investisseurs, on le sait, ont conçu des hôtels, ont conçu des restaurants, ont agrandi le cabaret et autres. Aujourd'hui, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont retrouver l'argent qu'ils ont investi. Les gens se posent des questions. Justement, avec le gouvernement qui pourtant, après la sortie du président de la CAF, avait dénoncé cette attitude de la Confédération africaine de football concernant la capacité du Cameroun à tenir dans les délais à la fois ses différents chantiers à réaliser, mais également sa capacité à organiser la CAN 2019. Avec vous, Joseph Emmanuel Ateba, sur l'attitude du gouvernement avant la sortie du président de la CAF et juste après, quand le président de la CAF est venu faire part de l'incapacité du Cameroun d'organiser la CAN et l'attitude du gouvernement qui a maintenu que malgré ce retrait, le Cameroun sera prêt, les chantiers seront achevés à date afin de démontrer la volonté du gouvernement et du Cameroun et sa capacité à tenir dans les délais ces chantiers. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2019. Quelle incidence sur le plan social, politique et économique selon vous? Vous savez, nous étions dans un très mauvais film. Cette histoire était un film de très mauvais goût. Parce que la CAN aurait dû nous être retirée depuis très longtemps. Et il s'est trouvé qu'à un moment, il y a une mafia qui est rentrée en jeu pour protéger le système en place parce qu'il y avait une élection en vue. Donc on a entretenu un flou pour venir annoncer l'incapacité du Cameroun. Tout le monde savait depuis longtemps que le Cameroun ne pouvait pas organiser cette CAN. Tout le monde le savait. Tous les Camerounais le savaient. Mais il a fallu entretenir des connivences avec justement Ahmad, qu'on a dû ramener à l'ordre après ses premières déclarations dans lesquelles il disait qu'on était incapable, dont on a dû lui tirer les oreilles, peut-être négocier, lui dire écoute, s'il te plaît, mets un peu de bémol, attends qu'on ait nos élections et puis tu viens faire la déclaration. Voyez-vous comment on peut tromper un peu de manière consciente, de manière volontaire? On aurait dit aux gens très longtemps avant qu'on était incapable, il y en a certains qui ont pris des crédits dans les banques. Ils auraient dû ne pas prendre ces engagements, sachant que la CAN n'aura pas lieu. Mais on a laissé les Camerounais s'endetter par rapport à la CAN parce qu'il y avait un clan qui voulait protéger ses intérêts. Et c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe.
Un véritable scandale, selon la presse camerounaise, avec vous, Angelbert Essomba Mengono, c'est près de 1200 milliards de francs CFA. Selon le Messager, ça représente un quart du budget national du Cameroun investi dans les chantiers de la CAN en une période de 2 ans et demi afin de prouver aux yeux du monde entier que le Cameroun peut être prêt à date. Nous sommes en avril 2019, près de 1200 milliards injectés dans ces projets et aucun d'entre eux n'est prêt tel que prévu dans les délais et les cahiers de charges initiaux. Comment vous appréciez cette situation? Pas du budget, mais un peu moins de 5% du PIB. Donc, je dis ceci pour relativiser l'impact que vous voulez donner aux sommes que vous avez avancées, qui, du reste, je vous dis, ne peut pas être consolidé de la façon dont vous faites là, parce qu'il y a des façons de consolider les chiffres que vous ne convoquez pas. Donc, moi, je dis, ceux qui ont investi, ils ont pris un risque sur une opération d'investissement. C'est courant dans les affaires. Moi, je dis, il y a d'autres possibilités de rentabiliser les investissements, sauf s'ils n'ont pas bien envisagé. Et je dis que l'exposition au risque d'investissement lié à la CAN était très élevée, notamment à partir des informations qu'on avait là-dessus. Peut-être qu'il faudrait aussi faire l'évaluation de ceux qui réellement ont investi. Mais même le gouvernement attendait des recettes importantes fiscales liées aux nuitées, au nombre de nuitées d'hôtels qui allaient être générées durant cette période. Voilà, vous les évaluez sur un mois. Moi, c'est mon travail. Je vous parle là d'expérience. Donc, souffrez que je continue et que j'aille jusqu'au bout. Je dis que les investissements liés à la CAN sont des investissements qui concernent le Cameroun. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne sont pas pour l'instant liés à l'événement. L'événement n'est plus programmé pour 2019. Il y a eu un glissement de calendrier qui a été confirmé par la CAF, et les incidences économiques sont effectivement réelles. Ça montre que le niveau d'exposition était très élevé et que pour certains, il aurait fallu être un peu plus prudent. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord faire le point là-dessus pour savoir effectivement, éventuellement dans la perspective d'une réparation, si tant est qu'on peut invoquer cette réparation, évaluer effectivement, à dire d'experts, le type d'investissement que les uns et les autres ont réalisé, quel est l'impact sur leur activité et quel est l'impact qui était projeté, de manière à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que forcément, quelqu'un a parlé de la charge émotive et psychologique que représente une CAN pour le Cameroun, qui est effectivement le Brésil de l'Afrique. C'est pas contesté, au demeurant. Et je vois d'ici tous les jeunes Camerounais, aussi nombreux qu'ils sont, de tous âges, tous les Camerounais de tous âges, de l'intérieur et de l'extérieur, qui attendaient effectivement que leur pays confirme qu'il est le champion d'Afrique chez soi et qu'il défende son trophée brillamment et au demeurant qu'il puisse éventuellement le gagner. Ce n'est plus possible en 2019. Travaillons à ce que cela soit possible en 2021 et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au départ, quitte à me répéter, que l'évaluation ne peut pas se faire de la façon dont on l'aborde. J'ai dit, il faut que tous les corps sociaux, et je suis heureux que Jean Patient les sollicite, tous les corps sociaux soient interpellés. L'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes, l'ordre des notaires, les banquiers, les journalistes, le gouvernement dans sa responsabilité, en ce qui concerne spécifiquement ceux qui ont en charge ces dossiers, l'autorité des marchés publics. C'est maintenant qu'il faut agir pour que de concert, on jette un regard partagé sur le délayement de ces chantiers. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je travaille dans l'argent, et quand on parle de 1200 milliards, c'est important. C'est important en termes de ressources, notamment par respect pour ceux qui, le jour et la nuit, sous le soleil et la pluie, travaillent à générer ces ressources que l'État va chercher et mobiliser pour mettre au service de ces chantiers. Donc moi, je dis que il n'y a pas que la parole du chef de l'État qui a été mise en difficulté ici. C'est l'honneur de toute une nation. Et c'est important que cela soit pris en compte. Donc, moi, je répète que nous devons nous référer aux instruments qui nous permettent d'avoir un regard indiscutable, incontestable, irréfutable, en termes d'appréciation sur le niveau d'exécution de ces chantiers et de tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent. Je conclue en disant que dire qu'un marché est passé de gré à gré ne signifie pas forcément qu'il n'y a plus d'argent. C'est juste au niveau de la façon de donner le contrat qu'il y a un problème. Et chaque fois qu'il y a un gré à gré et qu'il n'y a pas un accord écrit de l'autorité en charge des marchés publics, il y a un problème.
Au-delà du gré à gré, c'est les soupçons d'incompétence des entrepreneurs sollicités qui sont évoqués ici. C'est pour ça que je suis heureux qu'il ait évoqué le problème du caractère global, la vision holistique qu'on doit avoir sur cette affaire. L'ordre des ingénieurs du Cameroun doit se prononcer. L'ordre des architectes, ce sont ces experts qui doivent, parce qu'ils ont prêté serment pour cela, et que c'est leur travail quotidien, qui doivent nous dire le fin mot de la réalité des choses. Et je vous ai dit tout à l'heure que, et j'étais heureux qu'il en parle, parce qu'effectivement ces audits sont essentiels. Avez-vous idée du niveau de responsabilité des contrôleurs? Parce que quand on a passé un marché, celui qui est en charge des contrôles n'attend pas qu'on l'appelle. Il va faire des contrôles opinés, inopinés, tout ce que vous voulez, sur place, sur papier, sur document. On doit tout interroger. Il y a des institutions qui sont spécialisées dans le questionnement des modes de paiement. On ne peut pas imaginer que pour le chantier de l'Olympique, on dise qu'on n'a pas payé les ouvriers. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui a gagné le marché n'a pas pris les dispositions avec son établissement financier pour que sur une longue durée, à tout le moins, 1 an au moins, donc la durée du marché, que les salaires soient payés par un organisme sans qu'on ait besoin d'aller interpeller. Donc vous voyez, ça montre la culture qui est derrière tout cela, une certaine façon de faire les choses au Cameroun qui développe les mauvaises pratiques et tout. Et je vous ai dit, je vous le dis, le RDPC ne cautionne pas cela. Nous sommes contre toutes les mauvaises pratiques et nous sommes prêts à soutenir le gouvernement dans toutes les initiatives qui seront prises pour donner la lumière au peuple camerounais sur les chantiers de la canne. 2021, édition de la canne attribuée au Cameroun, c'est déjà proche. Et avec vous, Jean-Pierre, avec vous, bien sûr, Salah, Jean-Passion Salah, sur l'attitude qu'il faut adopter maintenant pour être prêt à date pendant cette période. Ce que j'ai entendu récemment, où quelqu'un me faisait savoir que, t'inquiète pas, on a encore du temps. 2021 est loin. C'est ça qui tue le Cameroun. Je demandais, mais pourquoi en mars, là, on n'est pas prêt, on ne nous dit rien. Il dit, non, ne t'inquiète pas. 2021 n'est pas loin. Et je suis sûr qu'à la veille de 2021, on dira encore, 2021 n'est toujours pas loin, puisque nous sommes en décembre. C'est en janvier 2021. La canne aura lieu en juin. 2021, mais c'est proche. Mesdames, messieurs, c'est proche. Hein? On n'est pas prêt du tout. Et il n'y a pas que les stades. Voilà l'un des problèmes. Il n'y a pas que les stades, il n'y a pas que les hôtels. Il y a les routes. Regardez l'état des routes à Yaoundé. Il y a les routes. Il y a les hôpitaux. Suivez tous les scandales qu'il y a là-bas. C'est comme ça qu'on va recevoir les Africains en les filmant avec les téléphones Android quand ils sont en difficulté. C'est ça le problème. Hein? Il y a l'eau potable. Il y a l'énergie électrique, les coupures intempestives. Ça veut dire tous ceux qui ont construit des hôtels, ou construit des appartements meublés pour recevoir nos amis qui viendront de l'Afrique, vont devoir acheter des groupes électrogènes. Il faudra en acheter. Hein? Ce qui n'est pas, pour moi, normal, ce n'est pas concevable. Il faut que le pays s'organise. En parlant des chantiers qu'on qualifie souvent de structurants, mais là, il s'agit d'une organisation structurante. Il faudrait que le ministère de l'eau et de l'énergie, que dit-il? Que dit-il? Que disent tous les ministères, celui des transports? Qu'ont dit ces ministères? Ils vont vous dire non, c'est le Premier ministre qui doit s'exprimer. Non, chaque ministère est concerné par l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, d'une compétition d'un tel niveau. Tout le monde est concerné. Mais on vous dit 2021, c'est encore loin. Mais allez voir la route qui va en Colmesseng. Allez voir ce qui se passe. Allez à Madison, ici à Yaoundé. Allez voir. Allez à Bafoussam voir l'état de la voirie. Vous allez pleurer. C'est comme ça qu'on devait accueillir la canne? Non. L'orgueil nous tue. Cet orgueil patriotique, entre guillemets, qui nous tient souvent, qui nous empêche de reconnaître la vérité, que nous sommes en train d'échouer, bien nous avons échoué. C'est là le problème. On a bombé le torse en disant que non, mars, on sera prêt. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, il faut qu'on sorte de ces logiques vieillissantes qui nous entourloupent depuis. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Chaque fois qu'on veut déjà échouer, on dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais non, on ne peut pas continuer à prospérer comme... On ne peut même pas prospérer comme ça. Il faut qu'on soit plus, d'abord, proactif, actif ensuite, et qu'on sache faire l'évaluation. L'évaluation. Et l'évaluation dans un deadline assez réduit. Pas l'évaluation au bout d'1 an, ou de 2 ans, 5 ans après. Non. Dès qu'on amorce un chantier, une activité, il faut l'évaluer dans un délai très court. Parce qu'en évaluant, on peut corriger. Après avoir évalué les 20 ans de gouvernance du président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ont exprimé leur ras-le-bol. Durant plusieurs semaines, ils ont manifesté dans les principales rues des villes d'Algérie afin d'obtenir le départ
d'Abdelaziz Bouteflika, démission forcée, et pourtant son système tente de se réorganiser afin de gérer la transition démocratique, une situation que contestent les Algériens, et la nouvelle expression en a fait grand cas. Edmond Kambia, Abdelaziz Bouteflika poussé à la sortie après une pression de la rue et un engagement de l'armée à lui demander de débarrasser le plancher. Serait-ce un signe de fin de temps pour ces régimes qui s'éternisent au pouvoir en Afrique? D'abord, il faut dire une chose positive en ce qui concerne Abdelaziz Bouteflika, que c'est un grand combattant de la lutte de libération nationale en Algérie. Il a fait ses preuves très tôt. Il avait à peine la vingtaine d'années quand il entrait dans le Front de libération nationale. Il a travaillé avec beaucoup de combattants. Il est de ceux qui ont gagné, obtenu de haute lutte, n'est-ce pas, l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et dans ce gouvernement d'indépendance, à 26 ans, il est le ministre des Affaires étrangères. Il faut dire, quand il quitte les différents gouvernements qui sont formés, notamment ceux de Ben Ali, de Ben Bella et de Wari Boumedienne, il a donné le meilleur de lui-même. Et puis il a passé une retraite, c'est-à-dire une période de désert, avant de revenir dans les affaires et être élu président en 1999. Il va passer 20 ans. Et durant ces 20 ans, je crois qu'il a réussi à hisser l'image de l'Algérie, à donner à l'Algérie une souveraineté qui est respectée en Afrique et partout dans le monde. Le drame, maintenant, pour entrer dans le fond du sujet, c'est qu'il aurait dû faire 3 mandats. Il n'aurait même pas dû faire le 4e. Parce qu'en 3 mandats, il avait réussi à donner tout ce qu'il pouvait. Mais malheur, vous savez, c'est le temps. Les chefs d'État, les dirigeants, ils ne savent pas que le temps passe. On vieillit. Et puis, il a eu cet AVC en 2013. Il s'est retrouvé dans une chaise roulante. Et depuis 2013, il est dans l'incapacité physique de... C'est courageux de sa part à accepter qu'il faut démissionner et à demander pardon. J'ai vu très peu de chefs d'État qui ont demandé pardon. Mugabe n'a pas demandé pardon. Donc le pouvoir appartient au peuple. C'est une des leçons qu'il faut retenir. Et une autre leçon, c'est qu'en Afrique, les dirigeants d'un certain âge doivent savoir passer la main. Et Abdelaziz Bouteflika, malgré les circonstances dans lesquelles il se retire, a compris qu'il fallait passer la main. Après vous, Joseph Emmanuel Ateba, sur cette démission entre guillemets forcée d'Abdelaziz Bouteflika après la pression de la rue et de l'armée algérienne sur le système gouvernant dans ce pays d'Afrique du Nord, quelles leçons tirer au regard de ces régimes qui s'éternisent au pouvoir en Afrique? Oui, on a envie de se poser la question de savoir, était-on obligé d'en arriver là? C'est la question qu'on devrait se poser, que d'autres devraient se poser. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Je ne sais pas si l'Afrique, je ne sais pas si c'est vraiment un problème africain ou alors nous avons un problème avec le sens de l'honneur. Nous avons un problème avec le sens de l'honneur. Les dirigeants africains deviennent esclaves de leur propre pouvoir. Et parfois, vous avez l'impression qu'ils sont esclaves, comme le disait Edmond, de leur entourage, qui se sert d'eux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, comme c'est une bande de... Ils sont tous des dinosaures, ils se méfient les uns des autres. Ils préfèrent donc que celui-là soit là, pour que chacun, dans son petit coin, tire sa part du gâteau, en utilisant la personne en place comme interface. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Bouteflika a eu la chance que le peuple algérien, il a eu la chance. Les autres n'auront pas forcément la même chance. Il a eu la chance que le peuple algérien était suffisamment mature, suffisamment mûr, et l'a poussé doucement. Est-ce que les autres auront une chance? C'est la question qu'il faut se poser. Et je vous en prie, allez-y. Oui, alors, le problème c'est que quand ça se passe en Algérie, on a l'impression que c'est très loin de nous. On a l'impression que ça ne peut pas arriver chez nous. Et pourtant, c'est juste à côté. Angelbert, après une mobilisation durant plusieurs semaines
des Algériens dans les rues des principales villes de ce pays. Et finalement, Abdelaziz Bouteflika qui reconnaît qu'il y a une soif de changement démocratique qui s'exprime à travers les jeunes Algériens qui constituent la majorité de la population algérienne qui ont besoin d'un nouveau système de gouvernance. Quelles leçons peut-on tirer de ce qui se passe en Algérie? La première leçon, c'est qu'effectivement, nous sommes dans le cadre des attraction, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la notion de souveraineté populaire. C'est-à-dire que le peuple, à un moment donné, Dieu merci, on a dit que le peuple algérien est mûr, on souhaiterait que d'autres s'inspirent de cette maturité pour agir uniquement dans le cadre de la Constitution, parce que c'est ce qu'on ne dit pas assez. Le peuple algérien n'a pas agi en dehors de la Constitution algérienne. Précisément parce qu'ils sont informés de ce que l'Algérie a ratifié la charte africaine de la gouvernance et de la démocratie. Comme le Cameroun. Oui, qui prévoit précisément et qui condamne les changements anticonstitutionnels et non démocratiques. C'est pour ça que nous pouvons parler de cela aujourd'hui en parlant de maturité de ce peuple qui s'est gardé précisément de ne pas porter atteinte ni au symbole de la République algérienne, ni à son intégrité, ni à l'indivisibilité de la nation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il faut reconnaître que c'est l'état de santé physique du président Bouteflika qui le contraint forcément, parce qu'en application de l'article 102, on était bien obligé de constater à la lumière des examens médicaux et des certificats que il est dans une situation d'incapacité de continuer à exercer. Mais je tiens surtout à relever le fait que jusqu'aujourd'hui, précisément, donc, l'Algérie n'a pas de gouvernement, du moins de gouvernement qui puisse transiger convenablement à la lumière des instruments internationaux auxquels ce pays est parti, parce que nous sommes partis vers jusque-là, il y a encore des revendications, des réclamations de la fin d'un système. Et c'est là que se trouve la limite de la souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien que le peuple algérien désigne des représentants. On parlait d'une constituante, je ne sais pas, j'ai vérifié la constitution, elle n'est pas assez claire là-dessus. Donc on risque d'aller vers la mise entre parenthèses d'un certain nombre d'institutions sous le regard de l'armée. Et vous avez vu que depuis l'indépendance, Edmond le rappelait tout à l'heure, depuis l'indépendance de ce pays, l'armée a toujours joué un rôle très important. Et donc, quand on analyse donc sous le prisme de système l'Algérie, on s'aperçoit que tous les leviers, les vrais, sont détenus par l'armée. Et c'est pour cela que certainement Bouteflika, le président Bouteflika, observant que l'armée avait pris de façon claire position, a dû céder. Mais jusque-là, l'armée doit donc nous donner le là de ce qui va se passer désormais. Mais je dis que c'est une évolution, observons là. N'oublions pas que d'autres pays sont dans ce type d'évolution depuis quelques mois déjà. Je pense au Venezuela. N'oublions pas la Libye qui a été cassée. N'oublions pas l'Irak, le Yémen, Djibouti, le Mali. Autant de pays qui, dans un premier temps, faisaient miroiter la perspective démocratique, mais qui ont continué à plonger dans ce que je peux appeler l'incertitude de gouvernement, c'est-à-dire une incertitude absolue. Merci bien. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-Patient Salah, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Joseph-Emmanuel Ateba. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Angélbert et Somba Bengonan, d'être venus échanger ce dimanche avec nous. Merci, Edmond Kambia, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission de droit de réponse. Merci de rester sur Equinox Télévision. On a mis